Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho et je suis à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais et je reçois aujourd'hui un entrepreneur stratosphérique. Pourquoi je dis ça? Parce que il a vraiment, on parle souvent de serial entrepreneur. On peut dire que là c'est le cas. C'est quelqu'un qui a vraiment enchaîné les boîtes depuis longtemps, pas mal dans l'univers des startups d'ailleurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Patrick, merci de m'avoir invité. Salut Nicolas. Alors, ton parcours, il est donc on va le voir aujourd'hui. Tu es, je commence par le début, par la fin ou le début, ça dépend comme on veut. Mais aujourd'hui, toi, tu es le CEO cofondateur de Soan, S-O-A-N. J'espère que c'est pas la fin, mais J'espère aussi. Hein. Et clairement, c'est actuellement une plateforme. On appelle ça en SaaS, Software as a Service. Donc on est dans l'univers du logiciel, dans l'univers de la finance. Hein. Ça sert, je crois, tu nous raconteras ça, mais à piloter les finances des TPE, des PME. Donc ça, c'est ton actuelle structure. Mais toi, tu as un parcours où tu as fait. Alors déjà, tu as fait des études, je dirais académiques ou classiques. J'ai vu qu'il y avait un Schema Business School qui se baladait dans ton profil LinkedIn. Donc voilà cette école-là. Et puis en fait, tu vas enchaîner. Je le découvre avec toi. Mais en fait, tu es un homme de la vente, un homme commercial, des sales, puisque je vois tout un tas d'étapes et puis ce qu'on appelle dans le monde des startups des mortards, des bonnes grosses boîtes, du DHL, du Valeo, du PepsiCo, donc vraiment du Kiala. Donc c'est vraiment des boîtes bien traditionnelles dans lesquelles tu vas faire des postes divers et variés, mais toujours autour de la vente. Hein. Je vois du key account manager, je vois de l'area manager, etc. Donc c'est vraiment des notions de responsabilité commerciale, de portefeuille de clients. Donc tu nous raconteras ça. Et puis à un moment donné, paf, tu vas basculer dans l'univers de la tech et des startups. Et donc on est très content d'ailleurs parce que c'est un endroit où tu excelles. Et là tu vas toi passer par Lydia, du Pupkin, je vois du incubateur. Et puis il y a une que beaucoup d'entre nous connaissent dans cet univers de la tech, c'est Ubox. D'ailleurs, est-ce que c'est comme ça qu'on dit, Nicolas? C'est Ubox? oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On dit pas les double O là, c'est Ubox Non, avec deux O, mais ouais, j'ai toujours dit comme ça, comme toi, donc c'est bien. donc Ubox qui est quand même une startup ou une solution assez emblématique qui est de la lecture. Hein. Tu nous raconteras ça. C'est de la lecture sur du mobile, tablette. Ça permet d'accéder à énormément d'ouvrages, de livres. Et puis tu vas finalement monter ta propre boîte, comme je l'ai dit, Kessoan. Entre-temps, au milieu de tout ça, eh bien, tu as toi basculé dans un rôle d'investisseur, puisque tu as énormément de petits investissements. Enfin, je dis petits, d'ailleurs, c'est peut-être pas petit, mais tu en raconteras des petits investissements que tu fais dans pas mal de petites de sociétés, de startups que tu accompagnes. Et donc, je te dis merci déjà pour ça, parce que ça veut dire que tu as même cette notion de give back, hein, comme on appelle ça en anglais, cette notion de toi-même, redonner aux autres peut-être ce que tu as reçu dans ton parcours d'entrepreneur. Donc, on va le voir, un parcours très très chargé. Nicolas, est-ce que j'ai à peu près bon ou oublié 2-3 trucs? Raconte-nous. Et si toi tu devais te présenter, ça donnerait quoi? C'est un super résumé déjà, merci beaucoup. C'est toujours un peu bizarre d'écouter par son CV en fait. Ouais, son CV et son parcours. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui ressort pas forcément sur mon profil LinkedIn, mais quelque chose dans lequel je suis assez fier, c'est mon parcours avant finalement de devenir salarié et ensuite devenir entrepreneur. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans en fait, et j'avais un rêve quand j'étais petit, c'était de faire le Tour de France. Donc j'ai fait du vélo pendant des années, de mes Wow. 5 ans jusqu'à mes 20 ans. J'ai Ah ouais. participé par exemple à Paris-Roubaix Espoir, j'ai fait des courses. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter.
Donc là, j'ai pris 18 kilos, comme ça soit aujourd'hui maintenant. Ça, ah ouais, t'as fait ça de tout petit haut, quoi, 5 Ouais, ans. Waouh. Ah oui, de ça mes fait un 5 gros à mes passage. 20. Ça fait un gros passage par le vélo là. Ouais, Exactement. Et puis après, du coup, je suis retourné à l'école. J'ai passé mon bac en candidat libre, puis j'ai fait une prépa. Et ensuite, c'est j'ai ça. intégré Schema. J'ai fini par Schema, qui est du coup là un parcours un peu plus classique, voilà, pour quand on est cadre ou sur les. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui ont des profils similaires aux nôtres, qui ont fait des écoles de commerce comme Schema, euh, qui s'appelait l'ESL Lille à l'époque. Voilà. Et D'accord. donc, du coup, ça fait partie de quelque chose qui a un ancrage profond en moi, Ah qui bah a ouais. développé je dirais, une forte résilience, une forte capacité à l'effort, des Ah, valeurs. tu faisais ça en mode en club, enfin en Ouais, pro, ouais. semi-pro. C'était comment? J'étais C'était. semi-pro, ouais, Ouais, j'étais national, donc j'étais juste en dessous. Et d'accord. mais de 16 à 20 ans, je passais 100% de mon temps à faire ça. Donc je faisais 25 heures de vélo par semaine, plus les compétitions. Donc voilà, Wow, wow, wow. ouais, Ah oui, puis là, enfin, on n'imagine pas. Nous, on est là dans notre canapé avec le popcorn en train de regarder le Tour de France, mais le vélo, c'est quand même un foutu sport hyper, hyper difficile. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est très compliqué. Donc, j'imagine que toi, ça t'a donné, comme tu dis, énormément de, voilà, les entraînements, la volonté, le courage, la résilience. C'est clair que c'est là, tu cravaches dur dans le sport à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est clair. bah, nous, c'est un super souvenir en tout cas. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, hein, d'anciens sportifs, hein. D'ailleurs même d'anciens cyclistes professionnels qui maintenant entreprennent. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi, probablement qui explique parfois aussi mon prisme ou ma façon de voir les choses aussi en tant qu'entrepreneur. Voilà, sur lequel moi je suis quelqu'un avec un rapport à l'effort particulier aussi. Ouais, Et je t'as une pense que voilà, grosse capacité pendant ouais, longtemps de faire un effort pendant très longtemps. c'est ça, qui est lié du coup à ça, quoi, à cette résilience, à à l'extrême endurance. Et c'est vrai que maintenant, en plus, donc je fais plus de sport de haut niveau, mais je fais de l'extrême endurance. Donc notamment, j'ai fait plusieurs Ironman, Ah des oui, marathons, d'accord. des alpha T'as Ironman. basculé, ouais, Je d'accord. suis basculé, Waouh. ouais, dans l'extrême endurance. Mais je Moi, pense tu comme vois, beaucoup d'entrepreneurs, ouais. bêtement, moi, j'allais te demander si tu faisais des petites sorties VTT en famille et tout ça le week-end. Ah non, tu rigoles pas, toi. Tu te fais des. Ouais, pour le moment, je rigole pas trop encore, j'avoue. Je D'accord. continue un peu à me faire mal. Tu vois, je fais 12 000 kilomètres par an de vélo, 1500, 2000 de course à pied, donc je fais encore une dizaine d'heures de sport par semaine. Et c'est mon détonateur, en fait. C'est vraiment le truc pour moi qui me permet de Ouais. gérer mes émotions, de réfléchir. Voilà, donc ça reste encore un temps assez important, mais qui fait vraiment partie de ma structure en tant que personne, tu vois. Pour être Mhm. efficace dans le business ou autre, j'ai vraiment besoin d'avoir cette base-là, quoi. Ouais, puis pour le coup, Nicolas, on peut dire que d'un point de vue discipline et routine, ah bah là, toi, tu déroges pas à la règle. Ça te donne une Ah ouais, vraie, je te confirme. tu lâches rien, quoi. C'est vraiment là-dessus, t'es paf. Confirme. Donc ça, Alors, c'est c'est vrai que souvent important. on dit que je suis une machine dans le sens où, tu vois, par exemple, je cours tous les jours, toute Ouais, l'année, tous les jours. depuis, Waouh. depuis des années, tous les jours. Tous les week-ends, je fais 250 kilomètres de vélo, donc en 2 fois, donc 100 et Ouais, 150 et ouais. 100, mais tous les week-ends, tout le temps. Bon, bah, moi, je vais aller Ah, me coucher, hein, parce que moi, ouais, j'annonçais fièrement sur les réseaux, sur les posts LinkedIn, là, de temps en temps, je disais, ouais, je fais 18 kilomètres par jour de marche, pas de course à pied, hein, de marche. Parce que moi, je suis un peu lourdeau, hein, tu vois, donc les chocs sur les genoux, tout ça, c'est pas très bon. Donc, moi, je suis en marche, mais tu vois, j'étais tout fier avec mes 18 kilomètres de marche par jour. Bon, en fait, c'est que dalle à côté de ce que tu fais, quoi. mais tu sais, je pense que moi j'ai une phrase souvent que j'aime bien, je sais pas qui l'a dit, mais on dit souvent à chacun son Everest. Et en fait, Ouais, bah, faut pas se comparer, c'est chacun, de par son background, de par ses envies, de par ses drivers, on a tous des motivations différentes et voilà, et chacun un petit peu sa target, son objectif, tu vois. ce qui est, Il faut pas se comparer, quoi. Ce qui est fort, et ce que j'admire, dans notamment, tu as cité l'Ironman, et en fait, il faut savoir, il y en a peut-être qui connaissent pas encore, hein, mais c'est 3 sports, en fait, hein. C'est ça. C'est de la course à pied, c'est de la natation et c'est du vélo. Je sais pas dans quel ordre d'ailleurs. C'est Je sais pas si natation, vélo, course à pied. c'est toujours dans cet ordre-là? Ouais, d'accord. Ouais, tout le temps, ouais. Donc en fait, c'est des disciplines qui sont, ouais, qui sont aussi, tu vois, très très complètes et très difficiles parce que ça veut dire que toi, tu maîtrisais déjà, la bicyclette, enfin la bicyclette, le vélo, mais là, tu as dû te mettre à voilà, course à pied et natation et voilà, la natation, typiquement, quand c'est, en mer ou en cours d'eau ou je sais pas quoi, avec, plusieurs centaines de nageurs, qui donnent des coudes, c'est pas genre tu es tranquille à la piscine municipale en train de te faire tes lignes d'eau, quoi. C'est pas la Exactement. même, c'est pas la même
rigolade. Donc, Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait faire un podcast à parler que ouais, de rapport au sport, tellement ça ah, me c'est passionne. clair, c'est Mais, clair. Yes, mais yes. bon, je crois que tu voulais qu'on parle plutôt Ouais, donc d'entrepreneuriat. ça effectivement, c'est ce qui dé bah, ça détermine c'est merci d'avoir, raconté ça. Tu l'as pas du tout mis sur ton profil, LinkedIn, donc on Je crois que pouvait j'ai pas dû le mettre dans mon deviner. profil, j'ai dû mettre un truc passionné de triathlon d'Ironman. C'est ça, ouais. Mais Yes. bon, j'ai dû le mettre Très voilà, intéressant en tout cas, en ouais, filigrane, de quoi. ça. Ouais, ouais, ouais. Yes. Et alors par ailleurs tu es installé, raconte-nous, tu es installé, donc, en France, à Paris, Ouais, je comment vis à tu Paris, dans le toi, tu es à centre, Paris? à Paris, D'accord. ouais, dans le centre de Paris, du coup. Yes. Et voilà, une grosse partie de mon temps, c'est sur Paris. Je vais un petit peu à Bordeaux, parce qu'on a des bureaux à Bordeaux, on en parlera tout à l'heure sur ma boîte. Voilà, mais l'intégralité du temps, c'est sur Paris. D'accord. Alors justement, donc on a vu, moi j'ai cité là dans ton parcours qu'il y avait un finalement tu avais commencé en étant, j'allais dire classiquement, en fait c'est pas du tout classique d'arrêter l'école à 16 ans et d'y revenir après, mais on va dire qu'après, une fois que tu étais revenu à l'école de commerce, bon là tu as été, classique parce que là pour le Ouais, coup tu es rentré dans des grandes sociétés, des grands groupes, hein, puisque je l'ai cité tout à l'heure. Là ouais, tu vas découvrir toi les métiers de la vente en fait, tu vas faire le commercial, limite c'est une super école non de pour démarrer, ça va te plaire ça toi? Tu vas te faire à cette idée-là très vite de passer dans le sales développement pour DHL, Valeo, tout ça. C'est quoi ce genre de métier là? Raconte-nous. Bah, en fait, j'avais déjà une prédisposition que j'ai découverte à la vente. Quand j'ai arrêté l'école à 16 ans, en fait, j'avais besoin de gagner un peu de sous à côté du vélo et j'ai cherché du travail et notamment, j'ai commencé à travailler dans un magasin de prêt-à-porter et je D'accord. vendais des costumes Hugo Boss, Kenzo, dans un petit magasin à Senlis dans l'Oise. Et c'est là où j'ai découvert la vente. Ouais, Et c'est j'ai ça. découvert un gars, un entrepreneur qui s'appelle Swell, qui est le premier gars qui m'a viré une semaine après que j'ai commencé. Je pense que j'en ai toute ma vie parce que j'avais poussé un tiroir avec mon pied. Waouh. Et c'est Ouais. comme si c'était un magasin un petit peu haut de gamme, mais il y avait personne dans le magasin, mais Ouais. il avait Ouais, mais. considéré que j'étais un branleur et donc Oh là là. Ah, d'accord. Le mec, il t'a mis une cartouche direct. Et bref, du coup, donc il m'a viré. Une semaine après, je suis revenu, je me suis excusé, il m'a redonné ma chance. Et bref, en gros, j'ai appris la vente avec lui. Ouais. Vraiment sur le Et terrain, vendeur quoi. ouais. Vendeur en boutique, en magasin, ça c'est top. Ouais. C'est vraiment l'école de la vente quoi. Ouais. Et tu vois, surtout, il m'a appris un truc. Je me souviens, une des premières leçons de la vente que j'ai appris. On vendait des costumes assez, tu vois, assez chers, peut-être 1500 euros. Tu vois, que Ouais, t'essayes de ouais, ouais. faire la vente additionnelle avec la chemise, la ceinture, ça va vite, quoi. Et, euh, et en fait, il me disait que quand une personne vient acheter un costume en couple, la vente, tu la fais à la femme. C'est ça. C'est déjà ce que j'allais te dire. Et toi, t'es là, tu te dis, c'est pas du tout intuitif. Alors du coup, tu te dis, pourquoi je vendrais un costume à une femme? C'est pas elle qui va le mettre, tu vois. Genre Ouais, ouais, toi, petit jeune qui comprend rien, tu vois, au ouais, monde de tu sauf vois. que c'est elle qui décide. C'est elle qui Bah, décide. c'est surtout que si à la fin, tu vois, toi, tu fais la vente, le gars, il est prêt à sortir tu vois, sa carte bancaire, et qu'à la fin de la vente, sa femme lui dit, t'es tout boudiné dans ton costard, il Ouais, achètera jamais, en fait. c'est Tu vois. clair. Donc voilà, et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert cet univers de la vente. Et puis après, en école de commerce, tout le monde s'oriente vers de l'audit, des trucs KPMG, EY, des trucs comme ça. On est un peu moins s'orienter sur la partie sales, euh, ce qui était assez cool parce que du coup, ça m'a permis de rejoindre des boîtes que je voulais, des grosses C'est ça, ouais. multinationales. T'avais des Ouais, opportunités qui se sont faites, assez vite, ouais. assez rapidement, quoi. Et puis j'ai appris, c'est des boîtes où on te forme aussi à devenir un vrai commercial. Un vrai Ouais, commercial, surtout c'est que c'est pas un tchatcheur. Moi, je me souviens, enfin même encore aujourd'hui, alors que j'ai une grosse prédisposition au sales, je suis plutôt quelqu'un d'assez timide, assez introverti. Tu vois, dans des soirées ou autres, je suis pas du tout le genre de gars tu réservé, tu un peu malin. sur Ouais, la je suis assez réservé ou autre, tu vois. Mais quand je suis en rendez-vous, partenariat ou autre, euh, je sais que je vais réussir à essayer de dealer. Et pourquoi j'arrive à réussir à dealer? Parce que je m'intéresse à comprendre quels sont les drivers de la personne. J'essaye de comprendre comment je vais pouvoir l'aider, en fait. Et je rentre dans un métier et une approche qui est complètement pas du tout celle de vouloir vendre à tout prix, mais plutôt une approche, tu vois, où je vais essayer vraiment de comprendre, d'essayer de créer de la valeur pour cette personne. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis intéressé à ces métiers, que j'ai performé dans ces jobs-là, que j'ai été chez DHL, Performer Europe, on se tirait la bourre avec un copain tous les mois. C'était lui ou moi, on était soit ouais, numéro un France ou le numéro top un Europe, vendeur, quoi, le top tout le vendeur, ouais. temps.
mais parce que on avait cette approche-là, alors que les autres, c'était des vendeurs un peu de tapis, tu vois, des gars qui étaient là, ils voulaient vendre, ils voulaient faire leur newbies ou autre. Moi, j'ai jamais été vraiment comme ça. Donc, j'ai découvert ces jobs-là, et je pense que c'est aussi cet état d'esprit qui m'a permis assez vite d'évoluer sur du fonction de key account management très jeune et de management très jeune, parce que j'étais vraiment plutôt dans un truc assez intellectuel, d'essayer de comprendre ce job et comment je pouvais le professionnaliser, le structurer. Voilà, donc j'ai eu C'est ce la que chance j'allais de te travailler demander, Nicolas, parce qu'en fait, dans cet univers, ce microcosme des startups, hein, parce qu'on parle quand même, après on va en parler, c'est les Anglais, enfin les Américains, pardon, et les startups qui ont comme ça mis en place tout un tas de procédures de sales avec tout un tas d'acronymes, hein, les BDR, les SDR, etc. Comme tu dis, les key account managers, le compte clé, le gars qui fait des appels découvertes, il y a plein de métiers, c'est tout découpé en petits saucissons. Toi, tu es passé dans des boîtes qui étaient des boîtes parfois d'ailleurs américaines. Hein, en... attends, DHL, c'est américain ou pas? Ouais. Ouais, c'est américain, ouais. Ouais, Ouais. c'est Donc américain DHL américain, après il y a du Valeo, etc. Donc PepsiCo, aussi. donc c'est des grosses boîtes. Ce que j'avais envie de te demander, c'est est-ce que justement tu as eu la chance et l'opportunité dans ces grosses boîtes d'être formé? Parce que j'imagine que Ouais. c'est des gens qui ont des moyens et qui doivent te former à la super école. Tu vois, on dit souvent que la meilleure école de la vente du monde, c'est les mecs qui sont passés par Xerox, quoi, tu vois. Et donc là, c'est un peu pareil. Là, tu es dans des grosses boîtes. Toi, tu fais tous les métiers, j'imagine, tu passes par tous les échelons et notamment les trucs qui sont pas Partout. agréables. Hein. En général, quand tu es junior, allez hop, on te dit vas-y, tac, va faire Ouais. la vente, va faire les appels, va faire les Ouais, calls. moi, j'ai commencé par un job qu'on appelait télévendeur à l'époque. Ouais, c'est Maintenant, ça. Ouais. on appelle ça des SDR. Et c'est ce que je dis souvent, moi, mes sales qui, au bout de 2-3 mois ou 6 mois, veulent évoluer. Je leur dis, moi, j'ai été SDR Ouais. pendant un an. Et pendant un an, c'était pas comme aujourd'hui, c'était il y a plus de 10 ans. Donc en gros, c'était mon petit bottin et c'était moi qui créais mon pipeline sur mon C'est CRM où je ça. rentrais tout à la main, je Et rentrais les ouais. appels. Aujourd'hui, les commerciaux, on les alimente, on fait de l'enrichissement sur de la base de données, on leur donne des Ouais. outils, tu vois. Il y a des outils Enfin, de c'est fou, dingue. c'est clair. Ouais. Et ouais, donc du coup, déjà, être formé, pour moi, c'est être formé à l'ensemble du métier pour comprendre ce que c'est et comprendre comment vendre. Et ensuite, tu es formé aux techniques de vente. Donc, effectivement, on a beaucoup de coaching, d'accompagnement, de shadowing, des managers. Bon, vraiment, on fait la distinction dans ces entreprises entre le manager et le dirigeant, le directeur, tu vois. Le manager, il est là pour t'aider. Il n'est pas là pour te donner des directions. Il est là pour t'accompagner. Et après, à côté, tu as les directeurs. Et c'est vrai, c'est un truc où j'ai vraiment compris cette différence entre le management et la direction. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose, en tout cas dans mon Ouais. esprit. En tout cas, dans les usines un peu dans lesquelles je suis passé. Ouais, Il y a- la Ouais, hiérarchie pyramidale avec voilà la base, le manager, l'encadrement, etc. Ouais, c'est ça. jusqu'au directeur. D'ailleurs, à des moments, tu vas te retrouver chez PepsiCo notamment, où tu es ce qu'on appelle un area manager. Donc là, ça y est, là, tu es sur la gestion d'un portefeuille plus costaud avec d'autres commerciaux Ouais, à pilotés par gérer, ouais. toi. Là, t'es déjà voilà un autre Ouais, stade j'étais jeune, du hein. métier de la vente. Ouais. J'étais jeune, c'était 3-4 ans après finalement mes premières expériences. Je sais plus trop quel âge j'avais, mais je devais avoir 24-25 ans. Effectivement, j'avais déjà un gros portefeuille client de 8 millions d'euros à gérer. Et puis, j'avais à l'époque, je pense, 6 ou 7 personnes. Il y avait des promoteurs, des RC Pro, des responsables clientèle. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai aussi été accompagné à cette expérience de management, D'accord? d'accompagnement. Et c'est allé assez vite parce que finalement, cette expérience, elle a duré un an et demi avant que je rebascule sur une autre expérience. Parce que finalement, sur Pepsi, c'est une structure américaine où j'ai eu la chance, moi, d'être awardé. Donc, j'ai eu un award de best performer, je crois, même pas un an après être arrivé. Et ensuite, en fait, quand tu es awardé dans des boîtes comme ça, tu as un parcours évolutif. D'excellence un peu? Ouais, c'est ça, Ouais, ils appellent parcours ça le ouais, d'excellence. ouais, Et ouais. le parcours d'excellence, en fait, il t'oblige à passer par le siège sur des fonctions type Catman, catégorie manager, des fonctions un peu entre D'accord. marketing et sales. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. À l'époque, j'étais quelqu'un de terrain. Moi, je prenais du plaisir sur le terrain. Donc, je suis parti. Je suis retourné, je crois, chez DHL. À cette époque-là, j'avais fait avant DHL. Je suis retourné chez DHL Mmh, mmh, mmh. quelques temps après sur un autre portefeuille. D'accord, ouais. Voilà. Mais ouais, en tout cas, c'est des écoles qui forment beaucoup. Moi, Ça j'ai eu va la te chance de servir faire. ça va te servir après tout ça, en fait? En fait, j'ai connu tous les postes. Donc, j'ai fait télévendeur, donc c'est l'équivalent d'SDR. Ensuite, j'ai été à compte exécutif. Donc là, je gérais des comptes
plutôt régionaux ou autres. En plus, j'ai été key account manager France et Europe, donc je suis allé jusqu'à gérer Donc des ça, grands c'est les comptes comptes clés, européens. quoi. C'est Ouais, les comptes clés qui valent beaucoup de poids plusieurs millions. pour Ouais, la signature. Ouais. c'est ça. Là, on parle de plusieurs millions sous gestion, quoi. Et après, du coup, je suis devenu manager commercial. Donc, je suis allé, et puis après, je suis allé jusqu'au poste de Chief Revenue Officer, où tu gères l'ensemble du revenu. Donc, aussi bien l'inbound que l'outbound. Donc, l'outbound, c'était sales, c'était commerciaux, et l'inbound, c'est une stratégie plus de C'est ça. marketing. Donc, c'est Hein, un poste lié au plus hybride. contenu. Ouais. Voilà. Et en fait, on peut dire aussi un truc qu'on peut préciser, c'est que là, on parle d'une époque, hein, on est dans les années 2000, on va dire 2000, 2009, 2010, Ouais, 2012. Hein, tu vas ça. débarquer sur Kiala en 2012, 2012-2014, il va y passer 2 ans et quelques. On est sur des métiers qui sont pas des métiers de la tech, pas des métiers du numérique. On est dans du commercial, de la vente en B2B. Certes, c'est du business to business, inter-entreprise, mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout la révolution du numérique et du web. Toi, à la limite, tu la vis ou pas trop? Alors si, parce qu'en fait, effectivement, sur les expériences plus transport, Valeo ou autre, chez DHL, on vend du transport international, donc c'est des Ah oui, avions qui partent et qui d'accord. font Ah du ouais, ouais. transport. Ok. Chez Valeo, on vend des balais d'essuie-glace à des garagistes. Hein, donc moi, à cette époque-là, j'étais en charge d'animer les réseaux de Ouais, distributeurs, donc les distributeurs qui eux vendent aux garagistes. Donc mon job, c'était l'animation de réseau. ouais, ouais, Euh, d'accord. et, euh, et par contre, chez Kiala, en fait, ça a été une première expérience déjà autour Un de peu la tech? partie e-commerce. Alors tech D'accord. Ah plutôt oui, e-commerce, dans le sens où nos clients, c'était des sites internet qui proposaient d'accord. des modes de livraison de colis. Et ensuite, on a été les premiers chez Kiala à développer le click and collect, donc quelque chose dont on parle beaucoup, qui a Ah oui. explosé pendant les Ouais, années ouais, Covid. ouais, ouais, ouais. En fait, c'était une technologie qui a été développée par Kiala, que nous, on a développé d'un point de vue commercial pendant 2-3 ans. Et ensuite, Kiala s'est fait racheter par UPS uniquement pour cette technologie. Et c'est d'ailleurs chez Kiala que j'ai commencé à découvrir l'environnement de la tech, mais surtout que j'ai développé ma sensibilité entrepreneuriale, puisque le fondateur de Kiala s'appelait Denis Père. Il avait monté une grosse boîte quelques années auparavant qui s'appelait BO, et gros succès français aux États-Unis. Et en fait, j'ai eu la chance de beaucoup côtoyer Denis parce que déjà à l'époque, on n'était pas nombreux. Et comme je gérais des comptes clés stratégiques, j'ai eu la chance de régulièrement faire des rendez-vous avec lui, binôme, prendre le train avec lui pour aller voir des clients. Et on a beaucoup discuté. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de devenir chef d'entreprise, quoi. J'ai aussi Ouais, envie et de puis devenir entrepreneur. effectivement, quand tu dis que tu as côtoyé Denis Père, c'est les jeunes, ils connaissent pas. Moi, c'est plus de ma génération. C'est un entrepreneur absolument incroyable parce que C'est ça. il va intervenir chez Business Object, hein, d'accord? Donc Exactement. c'est quand même le gars, c'est le petit, enfin le petit, c'est le français qui va quand même balancer Business Object au Nasdaq en bourse. Exactement. Bon, donc ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas l'épicier du coin, quoi. Non, non, c'était une C'est- super rencontre et vraiment, tu vois, quand tu côtoies quelqu'un comme ça pendant 2 ans, tu te rends compte que, à ce moment-là, je me suis dit que, en fait, j'étais qu'à tout début de mon aventure, de mon expérience professionnelle et surtout, je me suis dit, mais j'ai aussi envie de créer, tu vois, un projet, une boîte avec des valeurs, avec de Mm, mm, l'impact, mm. essayer de résoudre des problèmes. Enfin voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai basculé ensuite dans l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant 10 ans que je monte des projets parce que voilà, j'étais pas un entrepreneur né, même si je dis souvent ça, mais je parle un peu de mon enfance, je vendais plein de trucs quand j'étais petit. Ah ouais, c'est vrai, Ouais, t'avais déjà le truc. ouais, je vendais plein de trucs, c'était super marrant, tu vois. À la base, tu commences à, tu sais, à vendre tu sais, de l'aspirateur, tu vas aspirer la voiture de ton voisin ou passer la tondeuse ou autre. Mais déjà, je me souviens qu'on avait acheté avec mon copain d'enfance, tu vois, ça paraît dingue cette histoire, mais on avait acheté avec l'argent qu'on gagnait une C'est un tondeuse souvenir que t'as, ouais. et cette tondeuse, on l'a louée D'accord. aux autres gamins pour qu'ils puissent aller tondre. Et tu vois ce que je veux dire? On avait fait ça, on avait acheté une mobilette Un et truc on incroyable. faisait Alors qu'après, il y a des des pays des startups de tests de fous qui se mobilette. sont lancés sur la location tu vois, d'appareils de ce type-là. Délire. C'était voilà, et puis d'autres trucs qu'on a fait un petit peu aussi, un peu plus tricky, mais voilà, donc on avait, mais sans s'en rendre compte, tu vois, plus parce que on avait envie de gagner des sous, faire des trucs, mais je me considérais pas vraiment comme entrepreneur et l'entrepreneuriat, c'est arrivé vraiment à ce moment-là avec cette rencontre avec cet entrepreneur où je me suis dit, mais franchement, Et qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que c'est tu intense, vas quoi. faire comme c'est une sorte d'intrapreneuriat? Tu fais au sein de Kiala, tu montes un truc ou c'est comment Rien en du fait? tout. Je développe la boîte.
On développe le click and collect qu'on équipe chez Lacoste, Galeries Lafayette, BHV, tous les gros comptes. D'accord. Et jusqu'à rachat par UPS, au moment où UPS rachète Kiala, on a tous des super postes. Tu vois, forcément, tu négocies. Donc on a tous des postes genre énormes, des postes, tu vois, qu'il aurait peut-être fallu avoir 10 ans pour avoir à côté, tu vois. C'est ça. Et à ce moment-là, je me dis non, je vais monter ma boîte. Tu vois, on te propose, t'as genre une Ouais, super voiture de fonction. tout Je à vais pas fait. rentrer dans les détails de tout ça. Et tu te dis, bah non, En non, mais en général, le fait, rêve des parents, tu vois, le truc hyper stable, bien payé, tout ça, dans la bonne boîte, bien posé, tout. c'est ça. Toi, en fait, non, allez hop, moi, je. Bah, je me suis dit que, tu vois, en vrai, qu'à ce moment-là, en fait, déjà, j'avais gagné beaucoup de fric sur les 10 années. T'avais mis de côté, t'étais un peu Ouais, ouais, frugal, tu j'avais mettais de mis. l'argent de côté, tout ça, ouais, tu faisais gaffe à ça, ouais. En fait, tu vois, ce qu'il faut dire aux jeunes, d'ailleurs, je vais le dire parce que ça me semble important. Euh, à l'époque où j'ai eu mon premier job chez DHL, j'ai gagné 28 000 de fixe et j'ai gagné plus de 100 000 euros par an de variable. Donc j'ai gagné 130 000 euros Waouh. en sortant de l'école. 100 kilos de variables. Ah ouais, ça, c'est fou, quoi. Ouais. Mais pourquoi? Ouais, Parce ça, qu'à ce c'est le moment-là, vrai, là, c'est le pur et dur, c'est le vrai métier du sales, là, ouais, dans toute sa splendeur, mais hein, on c'est avait clair, hein. 28 000 de variables. Tu vois ce que je veux dire? C'est que aujourd'hui, quand je vois des jeunes, j'en embauche tout le temps, des Ouais, commerciaux, ouais. euh, je me dis, ils sont tellement déconnectés. Enfin, tu vois, maintenant, tu as des sales qui te disent, je veux 40 plus 10. Tu vois, genre, moi, j'ai jamais touché 10 000 euros de variable sur une année. Genre, en fait, quand tu es sales ou autre, ça me paraît, tu vois, enfin, je sais Ouais, pas, ça ouais. me paraît déconnant, en fait. Ouais, c'est Et donc, du coup, j'ai eu cette chance de toucher beaucoup d'argent. Parce que déjà, ce job de sales, ben, peu de personnes voulaient le faire, hein. Il y a 15 ans, tout le monde voulait faire du market ou du conseil ou l'audit. Et je c'est gagnais en ça. vrai 2 fois plus que ceux qui étaient en audit, tu vois, Qui avait voire fait 2 fois et demi plus. les grands Bah ouais, postes, emblématiques, bah, au final, exactement. ouais, en étant à la vente, tu étais bien plus carré, là. Ouais. Et donc ouais, non, du coup, j'avais touché de l'argent et je m'étais dit que c'était le moment pour moi, en fait. Tu vois, et je me souviens plus, mais je crois qu'à l'époque, dans le plan de rachat, les personnes qui voulaient monter une boîte, ils avaient un dispositif Ouais, d'accompagnement d'accord. et on avait 100% de notre salaire pendant 2 ans. C'est super cool. Tu vois. Euh, Ouais, ça c'est une opportunité, voilà, qui ne se présente entre guillemets que parce que voilà, tu es dans des groupes comme ça, hyper solides, très mortards, donc ouais, ça a été un vrai tremplin ça. on n'est pas beaucoup l'avoir saisi, mais ouais, en tout cas, bah, du coup, voilà, ça m'a permis de me dire, bah, je me lance, allez, go. Voilà. Et là tu comment tu fais ça, comment? Sur une idée? Tu as une idée qui te vient un week-end? Pas Comment du ça tout. se passe? Tu Le premier projet, c'était une rencontre de personnes mon réseau professionnel qui étaient dans la logistique, environnement assez proche du transport, et finalement qui avaient l'idée de opérer la livraison du dernier kilomètre dans Paris ah! avec Ah oui, des camions ouais, électriques. Et en gros, ils avaient l'idée, ils avaient le dispositif et ils cherchaient quelqu'un qui allait vendre le truc. Et du coup, j'ai rejoint le projet en minoritaire, quoi. Et voilà, on a signé de suite The Body Shop, Yves Rocher. On a rentré assez vite 1 million d'euros. Et puis ensuite, on a eu une possibilité 1 an et demi après de sortir. Et je m'entendais pas très bien avec les associés. C'était ma première expérience. oui, puis tu étais en position minoritaire. Ouais, c'est ça. C'était plus une opportunité qui s'était saisie. Pour moi, c'était un premier pas dans l'entrepreneuriat, mais voilà. Et donc, du coup, ça s'est fait. Voilà. Donc, on a revendu. J'ai encore gagné un peu de sous. Et après, vraiment, je me suis dit, OK, c'est quoi la suite de ma carrière? Qu'est-ce que je fais? J'étais jeune. Et je me suis dit, OK, je voyais de plus en plus, tu vois, la tech, les startups. Et c'était loin pour moi. Parce que imagine, tu vois, dans les faits, Ah oui, ça faisait ouais. déjà 7 8 ans que je C'est travaillais. ça, presque Tu vois. 10 ans que tu étais, à la vente, pure et C'est dure, ça. dans des boîtes, voilà, très mortard, C'est B2B, ça. tu connaissais pas, tu côtoyais pas trop, plus que ça, le web et les startups et tout ça, Je quoi. connaissais pas du tout. Ouais, Et du coup, ça me semblait ultra intéressant. Et de l'autre côté, je savais pas du tout comment y aller. J'avais l'impression que j'étais condamné à travailler que dans des grosses boîtes, tu vois, passer ma vie en costume cravate, et voilà, que c'était ma life, quoi.
Est-ce que Et comme toute une génération, tu vas voir passer du The Family, du Oussama Ammar, ce ah genre bah de oui, choses? ah bah ouais, j'étais à côté du Sentier, Que donc je voyais tout ça. Hein. J'étais, moi, là, en j'étais, ce moment, je ouais, cherche qui n'a pas connu Oussama Ammar et The Family, tu ouais. vois? En fait, t'as l'impression qu'il y a une espèce de génération là complète qui a tous vu passer à un moment donné Ah ouais, ouais, ce clairement. contenu-là, quoi. Non, non, mais ça, c'est évident, quoi. Mais voilà, donc du coup, tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai switché. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de découvrir cet univers. Et je sais plus trop comment c'est arrivé, mais je suis arrivé chez Lydia. Donc je sais plus si ça a été. Je pense que ça a été à travers une rencontre parce que j'étais souvent dans le Nouma ou à Paris. Ouais, Je d'accord. crois que Ouais. et j'ai dû découvrir Lydia comme ça au tout début parce qu'on payait à Nouma, on pouvait payer avec Lydia. C'était le premier endroit à Paris où tu pouvais payer. Ouais, c'est Et ça ça. s'est fait un peu comme ça. Et j'ai rejoint Lydia. On était très peu nombreux à cette époque-là. Ouais, c'est vraiment Et on était, au tout début de la startup, quoi. On est là, on est en 2000, fin 2014, 2015, quoi. ouais, c'est une dizaine de personnes maximum, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment quand tu sais après ce que ça va devenir. Waouh. Et c'était, Sauf ouais, que là, c'était- sauf que là, Nicolas, tu rentres, t'es en mode salarié. exactement, T'es pas associé, t'es pas, voilà, exactement. entre guillemets, ce que ça veut dire d'ailleurs, tu vas nous confirmer ou pas, mais ça veut dire que, alors que tu n'es pas associé, que tu n'as pas de part, tu bosses juste comme un chien, quoi. Tu bosses dans une startup qui se lance, qui a, à cette époque-là, pas de moyens, pas encore levé des fonds, etc. Et ça veut dire que tu bosses, mais comme un dingue, comme un dingue, quoi. Tu gagnes, tu vois, à l'époque, 50 000 euros. C'était que là. Ouais, tu travailles énormément à développer un go-to-market. Donc moi, j'étais en charge de toute la partie go-to-market pro. Donc l'idée, c'était de trouver un business model qui soit un peu différent que celui qu'on connaît aujourd'hui, plus consumer. Et donc voilà, il fallait prouver avoir des metrics. Et Il à fallait l'époque, travailler. c'est déjà une solution de paiement, Lydia? Ouais, c'était une solution de paiement. Ouais, ouais, c'était une C'est déjà solution de paiement, solution de mais, paiement. Ouais, ouais, d'accord. mais Ok. il fallait trouver des lignes de revenus, tu vois. Bah, Il fallait trouver un moyen de raconter une histoire pour les prochains tours de table. oui, bien sûr. Ce qu'on a fait. On a eu des super résultats. On avait notamment intégré donc Lydia. Donc, c'était assez dingue cette expérience. On avait donc, le paiement mobile ultra novateur et on avait déployé le paiement mobile chez une des boîtes, je pense, les moins novatrices, qui était Tupperware, tu vois, la vente directe. Donc, Tu m'étonnes. et en gros, on avait signé Tupperware. Le choc, tu sais, le choc C'est dingue, de l'entreprise qui a 200 ans, quoi, avec le c'est truc, ça. le paiement sur mobile, quoi, Ouais. et la peinture, elle est pas encore sèche, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'était super intéressant. Et franchement, Tupperware, pour bien comprendre ce business-là, j'ai fait une dizaine de concessions. Donc, ils ont 58 concessions en France, 30 000 conseillères. C'est une machine, Tupperware, hein, Ouais, 200 millions c'est de un truc, revenus. Enfin, c'est en France, hein, c'est vénère. Et en gros, pour bien comprendre un peu de en quoi je foutais les pieds, j'ai commencé à aller dans des concessions en banlieue pour comprendre, tu vois, ouais, ouais. quelles étaient les conseillères Tupperware, comment ça marche, tu vois. Donc, je suis allé en concession et je suis allé faire des ateliers Tupperware le T'as fait week-end. des réunions? T'as fait les réunions, là, les réunions J'ai Tupperware, fait t'en des as fait? réunions Tupperware le week-end, j'en ai fait même plusieurs. J'en ai fait, je pense, 4-5. Je voulais absolument comprendre comment se passait le paiement. Je voulais comprendre je voulais comprendre tout ce business. Et franchement, c'était dingue. Moi, je me souviens d'une soirée dans une concession Tupperware. Je me souviens de toute ma vie. J'arrive dans le 91, je sais plus trop dans quelle ville. Déjà en scooter, mon pauvre 50 cm3, tu vois, pour aller jusqu'à là-bas. Bref, et j'étais avec Guillaume, un ancien de Lydia aussi. On arrive dans la concession. Et là, c'était genre blindé, il y avait 100 personnes. Et là, commence un espèce de show à l'américaine. Ouais, un show, quoi. On est là, on se dit, on est dans le fin fond d'une zone industrielle dans le 91. Tout le monde est en mode, genre, Ouais, ouais, là, tu vois. Et toi, t'es là, ça te paraît tellement surréaliste. Et à un moment donné, les gars font gagner une voiture à la meilleure conseillère commerciale du mois ou je sais pas quoi. oh là là. Ah ouais, d'accord. Ouais, Il y a la c'est voiture qui arrive l'employé et du mois, tout. quoi. T'as pas ton petit Grave. tableau, tu vois, c'est pas comme au McDo, quoi. T'as pas ton petit tableau, sur le mur, là. C'est la Il y a la, bagnole. vo- il y a la voiture qui arrive, tout ça et tout. Nous, on est là, on se regarde, on se dit, mais et toutes les filles, c'est que des femmes. C'est que des femmes qui font ça. Toutes hystériques et tout. Bah, ouais, On se j'imagine. dit, mais elles étaient toutes. C'est simple, j'ai jamais vu des vendeuses autant motivées, autant Ah ouais, c'est ça. pitées, autant corporate. Ah ouais. Et toi, tu es là et tu te dis,
Toi, tu penses à tes équipes à Paris qu'il faut que tu motives parce qu'ils sont partis à 19h45 et qu'ils disent il est tard, tu vois. Ouais, Et ouais, toi, ouais. il est 23h, ils sont tous là, genre. Et là, tu dis, putain, tu comprends pourquoi la boîte a fait 200 millions de revenus, quoi. Il se Ah, passe un ouais. truc Ah, énorme. au niveau de l'incentive, là, c'est une leçon de fou, quoi. C'était dingue. C'était dingue. J'ai adoré cette expérience. C'était vraiment, franchement, c'est Est-ce que tu, juste de est-ce découvrir que ça, Nicolas, c'était vraiment très cool. quand tu vas comme ça être chez Lydia, donc au tout début, hein, on comprend que la startup, elle est vraiment à ses tout débuts, et cetera. Est-ce que finalement, c'est aussi une extraordinaire chance pour toi parce que tu vas voir et tu vas côtoyer, bah, les fondateurs, tu vas mettre les mains à la pâte, entre guillemets, tu es impliqué directement ou indirectement par, voilà, tout, grandir, grossir, la croissance, la compta, la finance, la recherche des investisseurs, et cetera. Là, tu es au tout début, donc tu vois ça de Ouais. l'intérieur, toi? On voit tout, on voit tout, on voit les décisions complexes que un dirigeant doit prendre. C'est Ouais. vraiment super intéressant. Il y avait une culture de la transparence, de savoir où on en était, si c'était bien ce qu'on Super faisait ou pas. instructif, pour toi, quoi. Euh, C'est un truc, ouais, incroyable ça. non, c'était vraiment super quoi. J'ai fait une année et après, en gros, il y a eu un nouveau tour d'Optap qui est rentré avec une stratégie full consumer. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris qu'en gros, voilà, tout le travail que j'avais fait, il allait passer un peu. Ouais, il allait pas être prolongé ou perdurer parce Ça, on changeait de corps business entre guillemets. S'adresser exactement. au B2C, c'est pas la même chose que le B2B, quoi. Bah, surtout que c'était quasi du C2C là, tu vois. Donc c'était de l'échange entre particuliers, quoi. Et donc du coup, je me suis dit bah tiens, je vais aller apporter ma connaissance chez Tu rebondis. Pumpkin. Ouais. À cette Voilà. Et là, du époque-là, coup, il y a pas de chez, Lydia, il y a pas de principe de participation, tout ça? Tu pas de t'as pas non, de tu non, non. non, tu pas? OK. Ça tu été dans une start-up américaine, tu en aurais eu. Ouais, peut-être. Après, en fait, tu vois, quoi qu'il en soit, moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et de toute façon, j'ai découvert le monde du paiement, ce qui est ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a été utile. Euh, et puis surtout, ça m'a fait prendre conscience aussi de ce que ça allait être, tu vois, Mmh, la mmh vie mh. de start-up, qui a rien à voir, tu vois, avec une grosse boîte. Yes. Quand tu arrives et que tu prends tes fonctions dans une boîte comme celle-ci, que on te demande au bout de 2 semaines ta feuille de route, que tu dis que tu vas mettre en place des partenariats et que à ce moment-là, je me souviens que j'avais dit on a des présentations et là le mec il te dit Cyril il te dit bah tu vas faire ta presse tu vois et toi t'es là tu dis ah ouais donc je vais faire ma présentation. Tu sais dans des grosses boîtes t'as ta présentation qui arrive t'as ton enfin voilà donc du coup et toi tu te dis à ce moment-là bah ouais ok faisons ça. Oh là là. Ouais, bah, là, c'est clair que là, tu es avec ta machette dans la forêt amazonienne, quoi. Tu es en train de C'est ça. défricher, tu défriches tout, comme tu peux, quoi, c'est sûr. Exactement. Non, non, c'est super. En vrai, c'était super intéressant. C'était une super Par contre, expérience. toi, ça te donne, des compétences, très marquées sur tout l'univers de la finance, les Du systèmes de paiement, paiement, tout ouais. ça, parce Mm. que là, c'est quand même c'est de la fi enfin, maintenant, on appelle ça de la fintech, mais là, ça te donne quand même tes premières armes et tes premières connaissances. D'ailleurs, tu vas Ouais, enchaîner avec, c'est là où tu enchaînes sur, Pupkin, c'est ça? Tu vas ouais, aller, et en fait, ce qui a été super intéressant, c'est que comme on a créé le business model en B2B, et notamment la façon d'adresser des grands comptes, on s'est beaucoup attelé sur les partenariats et la phase contractuelle. Je me souviens qu'avec un de mes collègues, on avait une grosse latitude quand on a signé Tupperware où on n'avait même pas de contrat, j'allais dire. En fait, on a créé le contrat. Tu vois, on a tout créé. Et c'est dingue, c'est qu'à ce moment-là, tu vois, tu es ouais, là ouais. avec ton pote qui est directeur financier, et à deux, tu te bosses un week-end entier. On a Ah, bossé c'est le ça. week-end entier Et tu ponds pour les faire CGV, le bidule, le exactement. Tu vois, et tu te dis que c'est quand même dingue, tu es en train de faire les CGV d'un truc, tu vois, ou un ouais, contrat, donc c'est les mentions légales. ouais. Enfin, mais avec le recul, tu vois, je me souviens qu'à un moment donné, on sort d'un meeting le vendredi après-midi, et mais Cyril, il nous faisait vachement confiance, mais en vrai, c'était aussi super intéressant. Cyril, c'est le CEO de Lydia. Il me dit, bah les gars, allez-y, quoi. Et là, toi, t'es là, tu dis, allez-y, allez-y, Comment allez-y, ça? ouais, de quoi? Ouais, bah, allez-y, bah, Faites le contrat, quoi. Et comment ça, faites le contrat, tu vois? Bon, bah, débrouillez-vous, les gars, on se revoit lundi. Et là, t'es là, tu te dis, et toi, tu sais comment faire et tout, et toi, eh ben, non, bah, moi non plus. Bah, ah ouais, attends, la et folie, quoi. notre ami Google, tu vois? Ouais, bah, ouais, direction, YouTube, Google, ouais, c'est ça, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais. Et c'était super cool.
Enfin, franchement, enfin, nous, Bah, en fait, on s'en reparle souvent. C'était une ce qui est super époque. génial, c'est que les apprentissages, là, c'est vraiment sur le terrain, voilà, tu dois te débrouiller tout seul, mais c'est vrai que ça donne aussi, tu vois, une image peut-être qui n'est pas du tout celle d'Épinal, quoi, tu vois? Par rapport à une start-up, là. C'est-à-dire que c'est vraiment bout de ficelle et morceau de bois, quoi. Il y a tout à faire, et tu fais ça n'importe nawak, quoi. Bon, voilà, quoi. Alors après, ça se En fait, structure c'est mais au toujours début pareil. Ça dépend à quelle phase tu arrives. À ce moment-là, Lydia, c'était une jeune boîte. ouais, ouais, Tu ouais, vois, c'est les tout début, personnes quoi. qui arrivent chez Lydia aujourd'hui, qui est une boîte qui a 10 ans déjà, Ouais, c'est ils arrivent hyper dans une carré. entreprise. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ça n'a rien à Mais voir, ouais. quand tu arrives dans un projet qui a 1 an, qui a tout juste un MVP, bah, il y a rien en fait. T'as pas de drive, t'as pas de documentation, t'as pas de design system, t'as rien en fait. Donc tu Oui, fais des choses. puis, C'est bah, là, normal en fait, tu en vois. fait, Nicolas, là, à l'époque, c'est vraiment la start-up, la vraie définition de la start-up. Là, C'est maintenant, ça. comme tu dis, c'est plus une start-up, c'est une Non, entreprise, c'est une c'est super entreprise organisé, maintenant. ça C'est n'a rien ça. à voir. Une start-up, c'est une société qui cherche son modèle, quoi, hein, qui cherche son Et modèle, qui cherche son business plan, c'est pas et donné à tout le monde, hein, tu vois. Et vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai aussi observé avec le temps, parce que tu vois, en une dizaine d'années, sur l'ensemble des boîtes, on a dû recruter avec mes associés sur l'ensemble des projets, tu vois. Je pense au moins 300 ou 400 personnes. On le voit bien, tu vois, que euh, tout le monde n'est pas fait ou supporte c'est pas ce type de ouais. situation, quoi. Et parfois, t'as beau tomber sur des candidats que tu essaies d'avertir un maximum. Ouais, Tu ouais. vois, Ils te quand tu es disent, ouais, sur ouais, une phase, ça va aller, c'est c'est bon, ça. ça va aller, rien du tout, en fait. Et bien, au bout de 2 mois, les gars, ils te disent, ah, je pensais pas que c'était genre si jeune ou autre. Ah, Et toi, t'es là, tu te dis, bah, je sais pas, je pensais te l'avoir dit, t'avoir informé, mais tu vois. Parce ouais, qu'en fait, tu vois, et les gens, ils idéalisent la startup. Mais complètement. une startup, c'est une idée. Ouais, Et ouais, tu vas essayer complètement. d'en faire une entreprise. Et Et entre c'est une un chantier, idée quoi. C'est un et une chantier, entreprise, il y a c'est un tout à faire, bordel. quoi. Il y a tout à faire, c'est un chantier Tu vois? total. Donc, avant que tu sois tranquillement sur ton poste, que tu arrives, que quand tu rentres dans un boîte, que tu aies ton onboarding avec ton Mac fait, ton adresse email créée, tu vois, tu veux dire, tu as 1 milliard de trucs à faire avant. Ah, Et c'est tout ce clair. truc-là, c'est toutes les personnes qui vont venir sur la vie du projet, qui vont apporter de la valeur et qui vont contribuer un petit peu à ça. Chacun va contribuer un petit peu, tu vois, pour qu'à la fin, tu aies une vraie entreprise, Ah tu ouais, c'est vois. sûr, c'est ça. Et alors là, on est dans pour l'instant, tu as toujours pas monté ta boîte, là. Là, tu continues ton Non, expérience dans des startups, ouais. de la tech, Ouais. et Ma tu vraie paiement. expérience d'associé, c'était ou vraiment de cofondateur, c'était chez Ubooks. Où là, D'accord. Ouais. du coup, réellement, on s'est associé avec Hélène. Ça a été un super projet qui m'a pris plusieurs années. Euh, Comment tu vas la rencontrer, ton associé, là, à l'époque? Sur LinkedIn, on se parle. Je sais plus Ah ouais? trop de quel. Ouais, on se Ah, parle et puis ça, c'est on se pareil, là, rencontre. tu viens péter tu vois, quelques idées reçues là-dessus, quoi. En C'est fait, ce qui s'est rigolo. passé, c'est que on se parle. Je sais plus trop comment. On se rencontre. Et là, elle me fait part un peu des difficultés qu'elle a. Et à ce moment-là, je dis bah ok, moi j'étais entre deux projets. Et je me suis dit vas-y, bah viens si tu veux, je peux venir voir un petit peu si je peux aider ou pas. Et Mmh. l'idée c'était vraiment de se dire si à un moment donné on doit s'associer, voilà ce qu'il faudra, les conditions sur lesquelles il faudra aller. Mais j'avais compris aussi qu'il fallait apprendre. L'association c'est une aventure humaine, faut apprendre. Ouais, 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 bah oui. Donc je dis bah viens, écoute, voilà, je vais investir 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe, je sais pas, j'essaie, tu vois, et on voit. Et du coup, bah suite à ça, bah on a passé l'étape au-dessus, quoi. En fait, Sachant on s'est qu'elle, dit que ça marchait, quoi. elle a quel profil? Toi, tu as un profil, sales, donc Market, très voilà, market, et elle, elle est super market. vendeuse. Donc Market, finance, ouais. mais en vrai, c'est aussi la CEO de la boîte. Donc du coup, c'est une vendeuse. Mais pour le coup, Super bonne, hein. il vous manque tout le côté, produit tech, Non, 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 fabriquer non, non, il y l'appli, tout avait ça, comment vous faites? ça existait déjà un peu, D'accord. mais l'idée c'était pareil, c'était la problématique au moment où je suis arrivé, c'était la boîte existait depuis 6 8 mois, il y avait déjà des particuliers dessus et c'était comment est-ce qu'on va pouvoir créer une ligne de revenus sur des revenus adjacents, business, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer le business parce que l'acquisition de particuliers qui achètent un abonnement à 7 euros, c'est consumer, c'est particulier. Et moi, j'avais assez peu d'expérience en revanche là-dedans, mais j'avais de l'expérience pour créer des business models B2B, quoi. D'accord.
Et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, qu'on a du coup capitalisé, elle, sur ses connaissances plus consumer market et sur les miennes plus marketing B2B, go-to-market pro, tu vois. Et voilà, et on a commencé, ça a mis ça a mis du temps, on a développé une structuration, on a levé de l'argent ensuite, on a levé, c'était des petites levées de fonds, mais dans mes souvenirs, c'était 2 fois 1 million d'euros. D'accord. Et on a été ultra frugal dans toute la durée de vie de la boîte. Mais là, en tant que Euh, cofondateur, toi, Nicolas, tu sors un peu de ta zone de confort sur la maîtrise des aspects du sales, c'est-à-dire que est-ce que tu te penches aussi sur la structuration justement de l'équipe qu'on appelle l'équipe produit, l'équipe tech, vous avez un CTO, parce que ouais, en fait, on pourrait dire ce qu'on veut. Le concept, c'est quand même d'avoir des livres sur sur une appli mobile, tablette, sur le web, etc. Donc ça reste quelque chose de technologique, la livraison finale. Donc, c'est un tu, aspect tu, important du business, quoi. en fait, Tu l'as sous-traité? Vous l'avez sous-traité à une agence non, on n'a ou rien non? sous-traité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de garder en tête le périmètre sur lequel tu es bon. Après, à partir du moment où tu es associé dans un projet, tu as une responsabilité plus large. Cette responsabilité plus large, c'est lequel d'aller sur des sujets transverses que tu n'aurais peut-être pas fait en tant que salarié, parce que quand tu es salarié, tu es uniquement sur ton cœur métier. Et donc, c'est par exemple à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir notamment l'univers des levées de fonds. J'ai contribué aux levées de fonds. Ah oui, Par ouais, exemple, c'est ça. j'ai Ouais, amené des business angels, tu vois, dans le d'accord, cadre des tours de table. Donc, j'ai vraiment contribué. J'ai participé aussi au roadshow pour présenter la stratégie commerciale. bien sûr. Donc, j'ai été contributif aussi. Ouais, Et là, ça m'a tu mouilles la chemise sur un périmètre ouais, beaucoup plus plus large, large. évidemment. Bien sûr. Et ça m'a été très utile pour faire le métier que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que ces 4-5 ans chez YoBooks, ils m'ont été utiles pour devenir finalement le CEO. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais pas CEO de la boîte. Chez YoBooks, Ouais, ouais. c'était Hélène, la patronne. Moi, je m'occupais du reste globalement. Et pendant 4-5 ans, il est arrivé un moment où sur la On parle dernière année, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, tu parles d'Hélène, on parle de Hélène Mérillon. exactement. J'essaierai de la faire venir sur sur ce podcast. Ça serait intéressant d'ailleurs Bon, d'avoir une c'est interview ça. d'une femme entrepreneur. Exactement. Donc, Hélène Mérillon qui elle, est restée dans l'aventure Ubox, puisque Ubox a été Exactement. racheté, hein, et elle, Exactement. elle est Voilà. restée aux manettes, quoi. Exactement. Et tu vois, en fait, ce qui a été super intéressant dans cette expérience, c'est que à la fin, je me rendais pas compte de tout ce travail que faisait Hélène. J'étais convaincu que c'était le moment pour moi de monter ma boîte. C'est à ce moment-là, du coup, que j'ai décidé de partir tout en gardant mes actions. La D'accord, boîte a été vendue 1 an après que je sois parti, 1 an et demi après. d'accord, ouais, Du coup, pour monter la boîte que je gère aujourd'hui. Et ce qui a été très intéressant pourquoi je te dis ça? Parce que parfois il y a une nette différence entre là où on pense être ouais. et là où on est réellement. Et quand je vois le job aujourd'hui que je fais, et surtout ce job qui a vraiment évolué, parce que quand tu es CEO d'une boîte à la phase d'idée, où tu es 3, à CEO d'une boîte de 50, c'est C'est pas deux la salles, même. 2 ambiances. C'est pas la même, hein. Euh, C'est clair. et c'est super intéressant de voir, tu vois, finalement, tout ce que j'ai découvert sur les 2 premières années. Tu vois, parce que très vite, on a levé de l'argent, tout ça, tous les trucs qu'Hélène faisait, que je devais faire moi Ouais, maintenant en là, tant que là, patron. cette fois-ci, Tu vois, c'est toi qui a exactement. vécu ça, quoi. Ouais. Et surtout ensuite, cette phase de, tu deviens un peu dirigeant d'entreprise où là, tu vas devoir commencer à recruter des managers, recruter des équipes, structurer un projet, processer. Euh, et c'est vraiment nous la phase dans laquelle on est parce que Sohan, c'est une entreprise qui a 5 ans maintenant. Et qui est encore sur une phase de consolidation de ses coûts pour en faire quelque chose qui soit encore plus puissant que ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce job, il est super intéressant et, et avec le recul, euh, les 18 premiers mois, vraiment, ça a été un peu une découverte pour moi finalement le job. J'étais un peu surpris. Euh, mais là, finalement, je pense que il faut pas attendre d'être prêt pour monter sa boîte. Tu vois ce Oui, que je veux ouais, dire? sinon tu montes jamais rien. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Donc en fait, c'est pas grave de pas être complètement prêt. En fait, Mais le plus important, par contre, être dans l'action, non, Nicolas? faut être dans l'action.
faut être dans la remise en question. Il faut surtout avoir une grosse endurance parce que finalement, en fait, il y a plein de personnes qui vont trouver ça très cool ce que tu fais, mais il y en a pas beaucoup qui t'aideront. Bienvenue au club. Bienvenue au club des entrepreneurs des années 2000. Tu vois, moi j'ai monté en 1998, je te dis même pas quoi. Alors là, tu tendais la main, tu pouvais rester dans le vide pendant longtemps. Hein, tu vois, il y avait pas grand monde qui te tendait la main. Hein, tu vois. C'est ça. Donc c'est clair. Yes. Alors Nicolas, moi ce que je voudrais faire, c'est parce que en fait toi, évidemment, tu nous racontes ça comme un enchaînement presque hop comme ça, facile et tout. Mais moi, ce que je voudrais, c'est essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois, dans ton état d'esprit au moment où, par exemple, bon là, Ubox, tu étais donc actionnaire cofondateur et tu vis une revente. Donc ça veut dire que tout à coup, tu changes de game entre guillemets. Tout à coup, tu plus seulement un entrepreneur, mais tu es un entrepreneur qui fait partie du jeu de ceux qui ont vendu une boîte et qui récolte, bah, j'imagine, voilà, un certain montant de l'argent. Donc il y a pas mal de choses qui doivent changer dans ta vie à titre perso. Est-ce que tu t'entoures de, je sais pas moi, de conseillers financiers que devient ta vie à ce moment-là? Parce que tu bossais, tu étais parti, t'avais monté, donc tu montes ta boîte alors que Ubox n'est pas revendu encore, c'est ça? Ouais. Ok, Ouais. donc toi, tu es Bah après, en plein montage de ta propre startup et là, il va y avoir la revente. Donc tu te retrouves avec un afflux d'argent le résultat de la vente de tes parts que tu vas faire quoi? Tu vas consolider, investir, réinjecter dans ta startup? Comment tu vas réagir par rapport à ça? bah déjà, c'est vrai que bon, intuitivement, je savais Déjà que bravo, parce que alors, tu déjà tu sais, fais. moi, je suis jamais très à l'aise quand on me dit ça parce que en fait, c'est pour arriver à vendre une boîte, c'est une multiplicité de petites choses qui font que la boîte elle y arrive. Et en fait, c'est pas évidemment les dirigeants et notamment Hélène a fait un travail énorme de résilience pour aller jusqu'au bout de l'aventure Bien sûr. et le faire. Mais finalement, c'est le travail et la contribution de tout le monde à ce travail qui fait que ça a pu être possible. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir toucher de l'argent parce que j'avais des actions et de façon assez importante et c'est effectivement ça a été une somme d'argent. Euh, Naturellement, comme tu le dis, T'es préparé bah, à ça? Bah, pas vraiment en fait, ouais, puisque si, je tu suis sais. préparé parce que tu vois, tu as des discussions avec tes anciens associés, tu as des conseils d'administration, tu sais que tu connais la trajectoire de la boîte, tu sais à peu près la temporalité, donc tu doutes de ce que ça va arriver. Oui, puis la Et en boîte vrai, Ubox, tu trouves c'était ça très 6 ans. bien. Donc en 6 ans, C'est vous ça. aviez déjà, j'imagine, des financiers, un cabinet Ouais. comptable, C'est il pour y ça avait de que la levée de fonds, ouais. donc vous aviez peut-être des avocats qui vous accompagnaient. Enfin, tu as déjà un minimum d'entourage ou d'apprentissage sur les différentes choses. Ouais. Ouais, t'as ça, mais c'est surtout qu'en gros, alors, en fait, tu te prépares à ça parce que tu sais que c'est aussi un move nécessaire pour toutes les personnes qui ont aidé le projet d'un point de vue financier. Donc, en fait, c'est important pour elles qu'elles puissent à un moment donné toucher de l'argent, tu vois. Donc, je pense que tout le monde était très content de ça parce que, bah, au moins, on avait le sentiment du travail bien fait. Donc, effectivement, à ce moment-là, moi, je récupère des sous et je suis très concentré à cette phase-là sur la création de Sohan. Donc, je dispose d'une bande passante assez faible. Donc, en fait, de façon très claire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon expert comptable. Je lui ai demandé comment est-ce que je pouvais faire pour optimiser tout ça. J'avais forcément discuté avec plein d'entrepreneurs qui m'avaient conseillé, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ou autre. Qui ont déjà vécu cette situation de waouh, tout à C'est coup, ça, j'ai une revente, j'ai de l'argent qui débarque, voilà, la fiscalité, le bidule, comment ça marche, quoi. exactement. Ouais. Et à ce moment-là, concrètement, bah, moi, le dispositif que j'ai choisi, c'est de créer une holding. Donc, je réinjectais mes actions dans cette holding de façon à limiter mon exposition, tu vois, mon imposition. Le deal pour ça, c'est du coup de réinjecter une partie de l'argent. T'as 3 ans, Euh, non, pour le faire? c'est 2 années pour le faire. Ah, c'est ça, 2 ans, mais je crois que Euh, c'était 3, d'accord. Ouais, ouais, c'est 2 années et c'est 60% de tes gains c'est ça. que tu dois réinjecter dans des boîtes. Et c'est du coup à ce moment-là que j'ai commencé à investir dans Sinon, tu es d'autres taxé, en startups. fait, c'est ça, hein, si tu le En fais fait, pas, tu es taxé, quoi. t'es taxé, t'as une flat tax de 30%. Voilà, donc du coup, de l'exercice, tu te dis, OK, sachant que, en fait, cette opération financière de réinjecter, donc de ruissellement économique, ce qu'on appelle souvent le ruissellement, Mmh mh. euh, dans l'absolu, le jour où tu veux sortir tes parts de cette holding, tu seras taxé. Donc, c'est juste un décalage dans la temporalité, mais D'accord.
en fait, ça veut pas dire que tu ne seras jamais taxé. Ouais, Tu vois. d'accord. Ou sinon, tu vas du coup développer une holding patrimoniale et créer un patrimoine sur cette holding, mais tu pourras pas sortir en fait cet argent sans payer de taxes. Tu vois. Quoi qu'il Mais arrive, il y aura de la taxation. oui, il y aura de la taxation, mais entre-temps, tu auras optimisé un maximum de Ouais, choses et surtout, tu auras créé de la valeur. oui, Tu c'est auras créé ça. une valeur très importante parce que si t'es pas mauvais, je te prends un exemple, si tu récupères 100 000, je prends un exemple, si t'es pas mauvais, peut-être qu'en 10 ans, tu vas peut-être arriver à 1 million de valeur. Oui, tu essayes de faire des Tu vois? investissements et tout à C'est fait, de ça. faire tourner le truc et en tout cas, au moins, c'est à ce moment-là, pour le coup, là, que tu vas commencer à devenir toi-même un peu investisseur, justement? Parce que comme tu as 2 Ouais. ans pour, placer ou investir, en fait, c'est à ce moment-là que tu deviens un business angel, c'est comme ça qu'on peut dire ou? Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, ouais, effectivement, c'est business angel parce que moi, j'avais pas du tout le temps pour regarder, enfin, pour être opérationnel sur les projets ou autres. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est j'ai été assez simple. C'est j'ai investi uniquement dans des boîtes de personnes de mon entourage que je Que tu connaissais connaissais? Ouais, c'est ça. ou du club deal BA, du style un copain me parle d'un projet, il sait qu'il va investir, il me présente un entrepreneur et ça va se faire comme ça. Et en fait, j'ai vraiment Oui, parce que fait. tu as pas le temps. Tu as pas le temps d'éplucher les J'ai pas le dossiers, temps, ouais, j'ai ouais. pas le temps et j'ai un biais, c'est que je suis entrepreneur et donc du coup, j'ai envie de connaître les entrepreneurs et ça pourrait me Ouais, prendre trop de temps, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et j'ai envie de donner mon avis en plus. Donc j'ai envie de connaître les entrepreneurs, j'ai envie de donner enfin, donc du coup, tu vois, à un moment donné, tu te dis: «OK», genre et c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est se dire: «OK, c'est quoi ma place à ce moment-là?» Tu vois? Est-ce que du coup, je prends une place au board et auquel cas ta place, c'est d'apporter du conseil, c'est de C'est challenger ça. l'entrepreneur et là, il faut que tu fasses ce job-là. Moi, je suis board member d'une seule boîte à côté de la mienne et là, j'ai vraiment cette posture-là. Donc j'ai une double posture parce que je suis aussi actionnaire, mais dans les autres boîtes dans lesquelles je suis actionnaire, là, j'ai vraiment une posture d'actionnaire Et dormant. tu peux, Je vais pas commencer à faire chier. Si tu peux dire c'est l'entrepreneur, il veut laquelle? m'appeler. C'est secret ou tu peux dire, Ouais, c'est celle où je suis board member, c'est QuickText. C'est une d'accord. boîte dans l'intelligence artificielle pour hôtel. C'est un super projet, une boîte qui est rentable, qui fait déjà plusieurs millions d'ARR. Et Donc là, surtout, tu c'est les leaders. es impliqué, tu es advisory Ouais, board, tu es ouais, ouais, c'est ça, tu es vraiment, cool. ouais, exactement. Et c'est la seule qui me prend un petit peu de temps, que je fais depuis 4-5 ans maintenant. Et voilà, en fait, parce que je peux pas, j'ai pas l'énergie ou la bande passante intellectuelle pour faire plus Oui, et puis il faut pas à oublier ce qu'en stade-là, en tout cas. parallèle à tout ça, toi, tu es en train de monter enfin, tu as monté Swan, quoi, Toujours, donc je suis toujours dedans, je suis toujours oui, et je travaille tout c'est le temps ça, donc ouais, voilà, j'ai pas le temps en fait, quoi. ouais. Et Voilà. tes tickets, ça va être quoi? C'est variable? C'est tout le temps Les les mêmes montants? tickets, Tu fais quoi, toi? les plus petits tickets que j'ai mis, c'était 20 000 € et le plus gros ticket, c'était 50 000 €. D'accord, entre 20 et 50 kilos, quoi. OK et donc là, alors raconte-nous. Pour le coup, toi, tu es vraiment un tu fais de l'Ironman, on comprend pourquoi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà bourlingué, dans des boîtes en tant que CDI, dans les métiers de la vente. Hop, tu as la chance, l'opportunité et la rencontre avec Hélène, Mérillon et tu es donc, cofondateur de Ubox qui est revendu. Tu récupères, un peu d'argent et tu décides de monter, Sohan. Comment tu vas, entre guillemets, choisir ou basculer sur Sohan? Raconte-nous, c'est quoi Sohan? Ça fait quoi? Super simple, Pourquoi t'as envie, tout à coup, tu te dis, tiens, je vais monter une boîte et je vais faire ça. je vais vous raconter la vraie histoire de Swan, Ouais, que j'ai pas vas-y. beaucoup raconté. Heu, En fait, Exclusif, exclusif sur Je ne en perds sortant jamais. de en sortant de Ubooks, j'avais vraiment envie de sortir de la tech. Finalement, ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais dans la tech et hem et en fait, la tech et l'environnement startup de l'époque, on levait de l'argent. On n'était pas encore sur créer des boîtes avec du revenu ou de façon efficace de la rentabilité. Enfin, on était sur une autre dynamique. On racontait d'autres histoires. C'était un autre On parle de mindset. 2018, hein, pour ceux qui se demandent, on est, Voilà. genre été 2018, quoi. C'était presque un métier particulier. C'est-à-dire il y a des entrepreneurs qui ont créé des boîtes dans la tech, qui n'ont jamais fait le moins d'euros de chiffre d'affaires et qui ont levé des millions d'euros et qui ont réussi à revendre leur boîte. C'était possible. Ce qui paraît complètement délirant pour n'importe quel autre entrepreneur partout en France. Et on était dans une bulle que j'ai participé à ça. C'était trop cool, hein. À ce moment-là, je me dis, OK, j'ai envie de faire autre chose. Je suis passionné, j'aime bien l'architecture, j'aime bien le bois, j'aime bien l'environnement, tout ça. Et je me dis, OK, j'aimerais bien monter un projet autour de ça. Et à ce moment-là, je rencontre du coup
des architectes, dont une architecte qui est devenue du coup associée à Swan, qui s'appelle Peggy. J'allais te demander Et si tu avais des associés, donc OK, ouais. ouais, voilà, il y a des Et je associés. rencontre Peggy comme ça, et en gros, à ce moment-là, j'avais envie de monter un projet de cabane en bois. Donc D'accord, on commence à travailler sur un projet de cabane en bois. Donc c'était une pièce supplémentaire que tu peux mettre dans ton jardin. Donc on travaille sur ce projet. À côté, on monte un cabinet d'archi avec d'autres architectes sur de la réhabilitation. Donc moi, j'étais genre en mode ultra dormant dans le cabinet parce que je suis pas architecte. Mais voilà, je voulais apporter un petit peu. Je m'intéressais vraiment à tout ça. Et, euh, et en gros, à un moment donné, je me rends compte que moi, le projet, j'ai envie de le rendre plus ambitieux. J'aimerais qu'il y ait de l'industrie, vraiment des usines, tout ça. J'essaie de rencontrer des patrons d'usines et je me rends compte que je connais pas du tout là vraiment pour le coup. le Autant, secteur, ouais, le autant j'avais bridgé de l'industrie du transport à la tech, autant là de la tech à l'industrie industrielle. Là, je me suis dit, oh là, ouais, ça paraît compliqué, ça va pas être possible. Mais pendant tout ce temps-là, je rencontre plein d'archis qui me racontent leur life et je découvre que moi, j'avais cette image des architectes, genre, les gars, ils sont pétés d'oseille, machin. Et là, je découvre en fait que genre, ils galèrent tous, qu'ils sont tous complètement surchargés, et je me rends compte que c'est un bordel sans nom, qu'ils sont tous sur des projets qui dérapent dans tous les sens et je me dis, waouh, c'est, c'est intéressant cette histoire. ah, c'est une profession, mine de rien, voilà, c'est comme tu dis, on a souvent cette image, la profession, Ouais, ouais, architecte, c'est super cool et tout. En fait, ouais, d'ailleurs, sur un autre registre, c'est les avocats, c'est un peu pareil, tu vois? Les avocats, tu dis: «Ouais, les avocats, c'est» ouais, mais attends, tu prends Paris et c'est les ça. avocats à Paris, waouh, c'est la cata, hein. Mm. Il y en a beaucoup Exactement. et qui galèrent sévère, hein. Donc ouais, Et donc, du coup, à ce moment-là, du coup, je décide de faire évoluer le projet sur un projet tech, qui était une plateforme de mise en relation d'architectes particuliers ou autres. C'est à ce moment-là, du coup, que je rencontre, du coup, Arthur, qui est mon troisième associé, d'accord. Vous êtes, qui est directeur technique. 3 On est associés? trois. Voilà, 3 on est associés, trois. d'accord, Et du coup, on lance, du coup, une première bouture une espèce de plateforme de gestion de projet pour architectes. Et d'accord. ça, c'est Sohan. OK. Début de Sohan, c'est Waouh! Cabane en bois, l'outil de gestion de projet pour architecte, dans lequel on avait intégré en bout de chaîne le paiement. En fait, le paiement, c'est la dernière étape, tu vois, Ah ouais, du d'accord. projet. Et au bout de, on lève 250 000 euros, on les crame, puis à un moment donné, je me dis, bon, ok, je vais devoir relever de l'argent si ça continue, qu'est-ce que je fais, nan, nan. Et là, je me dis, ok, en fait, les archis, ça va mourir, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je me dis, ok, donc là, j'arrête l'intuition, je refais une grosse étude de marché, j'essaie de comprendre, je me fais Ouais, accompagner, je fais tout de ça. creuser, Et trouver un ouais, quelque on chose, fait quoi. des interviews, on discute avec 120 personnes, professions indépendantes, plein de types de personas différentes. Et là, D'accord. finalement, on se rend compte que, en fait, le paiement, c'est là où il y a une grosse pain. Ouais, En fait, de se faire il y payer a un le caillou dans la paiement. chaussure. Ouais, il y a un gros caillou dans la chaussure. C'est ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que du coup, on a fait évoluer le produit vers le paiement pour en créer du coup une plateforme de paiement. Et cette plateforme de paiement a naturellement évolué sur un outil de gestion financière. Pourquoi? Parce que le paiement entre entreprises, à chaque fois qu'il y a une opération de paiement entre deux entreprises, il y a une facture. S'il y a une facture, il y a une opération de rapprochement bancaire, de précomptabilité. C'est Il y a ça, tous c'est ces ça. sujets autour de la C'est tout le facturation, cycle, de la comptabilité. d'émettre un Ensemble, devis, c'est ça. faire un bon de commande Exactement. éventuellement, balancer la facture, tous C'est les ça. avoirs de facture, la comptabilité et cetera et se faire payer. Le plus important, c'est se faire Exactement. payer. Parce que C'est moi, il m'est ça. déjà arrivé des anecdotes où j'avais des bons de commande signés, d'accord? Et avec donc bon pour accord et la facture, elle était pas payée parce que, le client abandonnait le projet, hein. Ça m'est déjà arrivé ça, hein, avec un grand Bah moi, compte, hein. je te Donc recommande une boîte qui s'appelle Sohan hein? qui Hein? pourrait t'aider à faire ça, Tant que quoi. l'argent il est pas dans la banque, il est pas dans la banque quoi, tu vois? Il est donc Ah d'accord, non, mais donc là c'est exactement ça. Ouais. Donc du coup, tu identifies ça, tu ouais. identifies ce pain là de, tout Mm. un tas d'entreprises TPE notamment, TPE-PME parce qu'ils ont typiquement pas, en fait le personnel ou en fait les infrastructures de paiement comme à une grosse entreprise quoi. Donc Les petites entreprises, elles sont très peu digitalisées. Elles font des factures à la main, parfois sur Word. Elles les envoient par mail. Pour c'est se faire ça. payer, elles shootent l'IBAN et puis ensuite, ben, le seul moyen de savoir si t'es payé, tu te connectes à ta banque Tu pour aller relances, vérifier tu sur ta appelles, banque. Et voilà. Et donc tout ça est manualisé, ça prend du temps, ça te consomme de la charge mentale, ça te stresse. Et toi, quand tu es entrepreneur, en fait, tu montes pas une boîte pour aller faire ton suivi de facturation. c'est Tu clair, montes une c'est boîte clair. parce que tu as une passion, tu as un truc que tu as envie de faire, que tu as envie de transmettre, que tu as envie de développer. Mais en fait, ce truc-là, tu as juste envie que ça marche.
Ouais, et puis en Donc nous, plus, on c'est le s'est dit, nerf de bah, la guerre. On parle c'est ça. d'avoir l'argent, d'avoir la trésorerie, quoi. Hein, il y a rien de pire, que d'avoir de l'argent dehors, hein. Quand tu es pas payé, c'est la cata, quoi. Heu, Exactement. donc d'ailleurs, il y C'est a tu sais, ça. il y a les, comment dire? Il y a une pub qui passe là, tu sais, qui passe régulièrement à la radio sur BFM et tout ça avec des anecdotes sur: «Ah bah oui, ah bon, vous êtes pas payé?» Et ça, tu as tous les boules parce qu'il y a plein de boîtes qui passent vraiment des sales quarts d'heure, voire qui meurent avec ces Mmh, phénomènes de trésorerie, «J'ai de l'argent dehors, j'ai pas été payé», quoi. Et toi, en exactement, fait, quand le grand compte il s'enrhume, toi, le problème, c'est que tu finis au cimetière, quoi. C'est exactement. donc ça, c'est très compliqué, quoi. Mais alors pour le coup, ce que j'ai envie de te demander, là, Nicolas, c'est, comment ça se passe? C'est-à-dire que ton positionnement, tu te retrouves en frontal avec des quoi? Des solutions de paiement? Avec des comptabilités en ligne? Parce qu'il y a le problème, c'est Mmh. que cet écosystème-là, il y a plein d'acteurs positionnés. Plein de startups qui se sont Ouais. lancées depuis et cetera, donc toi, tu es pas un logiciel de comptabilité. Bah, en fait, on se retrouve l'acteur finalement le plus angoissant pour nous. Le plus proche Heu, de toi, c'est Bah, qui? le plus angoissant, en fait, l'acteur pour nous, tu vois, qui est le compétiteur le plus solide pour nous, c'est les mauvaises habitudes. D'accord, tant mieux. Par contre, Je croyais tu que tu allais vois me citer pourquoi? des concurrents. Tu fais bien, ne Mais non. parlons pas des concurrents ici. On est là pour faire ton interview. On ne parlera pas de la concurrence de Soham. Non, mais on peut en parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la plupart des entreprises aujourd'hui, Eh, on va pas leur faire de la pub en plus. tu Non, mais vois? oh. Mais tu vois, elles utilisent, c'est très peu digitalisé. Donc Ouais, en c'est vrai. fait, tu as ton habitude à faire, tu as ton petit template Word ou Excel pour faire ta facture. Enfin là, tu fonctionnes un petit peu de cette façon-là. Donc Mmh. déjà, il faut faire évoluer les mauvaises habitudes. Donc on est finalement encore sur un marché qui nécessite la démocratisation, de l'évangélisation, D'accord, ouais. voilà, d'expliquer aux gens l'intérêt qu'ils vont avoir. La chance qu'on a sur notre marché, c'est qu'il y a un momentum marché. Le momentum marché, c'est très cool. C'est un truc, un terme très start-upper pour dire c'est le moment en gros quoi. Ouais. C'est le Parce que moment moi pourquoi? j'avais comme tu es en train de le dire, j'avais l'impression que depuis, maintenant peut-être, quand même quelques années, hein, il y a quand même, voilà ça fourmille. Mais moi j'ai sûrement un regard qui est biaisé parce que je baigne dans cet univers de la tech et des startups et tout ça. Donc, moi je vois passer tout un tas de solutions, je connais peu de sociétés qui sont pas équipées de plateformes en ligne pour gérer la compta et cetera, quoi. Donc, Mmh. pour ça je t'interroge là-dessus parce que j'avais le sentiment que c'était quand même un peu digitalisé, que tu as des logiciels pour établir les devis, tu transformes en facturation, c'est envoyé automatiquement, tout Bah, ça, enfin, tu vois aujourd'hui, il y a encore on estime qu'il y a 68 des entreprises en France qui waouh, gèrent leur boîte sur Excel. 68. Ouais, c'est énorme. Ouais. Mais parce qu'en France, tu as 4 000 000 d'entreprises. Donc en fait, quand on connaît le copain d'un copain d'un copain, on est tous dans nos écosystèmes et on est tous équipés. Mais tu vois, il y a 4 000 entreprises en France, elles sont éclatées partout sur le territoire Ouais, français. partout sur le territoire, ouais. Et tout le monde n'est pas technophile dans plein d'industries différentes. Et pour toutes ces raisons, il y a encore un travail de digitalisation à faire. Et ce que je disais, c'est que nous, on est face à un marché qui est avec un gros moment qui est très intéressant, c'est que toutes les entreprises en C'est France, là, c'est en ce moment? alors quand je dis c'est là en ce moment, c'est que en gros, tu as une obligation réglementaire Ah, qui d'accord. va obliger l'ensemble des entreprises françaises à s'équiper de solutions de facturation conformes entre 2024 et 2026. Bah Ça oui, veut dire avec quoi? les histoires de TVA et tout ça aussi là, non? Exactement, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises françaises vont devoir passer par là. Toutes les entreprises, ça va du boucher, du Ouais, freelance, tout le monde, ouais, de tout le monde. l'ETI, c'est tout le monde. Il y en a pas un qui dit: «Non mais moi, peut-être est-ce qu'il y a moyen que?» Non, il Ouais, y a pas en moyen fait, que. moi non, 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 tout le monde. C'est tout le monde. Et ça représente du coup, bah, une opportunité, extraordinaire pour des Ah bah entreprises oui, comme la mienne parce que même si on est beaucoup sur le marché, il y a un marché considérable à équiper. yes. Mais surtout, ça représente une opportunité extraordinaire pour les entreprises. Pourquoi c'est une opportunité pour les entreprises? Parce que elles vont enfin s'équiper, se digitaliser. Donc elles vont avoir des outils, qui sont simples d'accès, qui vont leur permettre de gagner du temps, qui vont leur permettre d'automatiser des tâches, qui vont leur permettre de réduire leur stress, parce que du coup, elles vont avoir enfin, elles vont pouvoir visualiser les flux de trésorerie et savoir si elles sont payées ou pas payées. Elles vont pouvoir se faire payer plus vite. Et ça, c'est le nerf de la guerre de se faire payer plus vite. Si tu as de l'oseille plus vite,
Bah oui, Déjà, tu es moins stressé, mais surtout, tu vas c'est pouvoir clair. continuer à développer ton Faire activité. rentrer, absolument faire rentrer la trésor qui est dehors, c'est Exactement, vital, c'est fondamental. c'est D'accord ça. et donc Sohan, et après on rebascule sur, les coulisses de l'entrepreneur, mais Sohan pour continuer, ça se présente sous quelle forme? C'est un logiciel? C'est un abonnement? C'est en fait, c'est quoi le pitch du Ouais, service? c'est ça, c'est une solution SaaS, donc ni plus ni D'accord, moins qu'on va dire pour le simplifier une plateforme web, hein, à d'accord, destination des entreprises françaises, donc des petites TPE. Donc les TPE, c'est une boîte entre 1 et 10 salariés, on va dire, qui souhaite s'équiper sur l'ensemble de son cycle de la gestion financière. Donc c'est la création de devis factures, en passant par l'encaissement et le décaissement de flux, donc le fait de se faire payer ou de payer ses fournisseurs, et la pré-collaboration et la collaboration avec son expert comptable. Donc c'est d'accord un outil complet, tout en un, qui va lui permettre de gérer l'ensemble de toute cette partie-là, quoi. Et et ça, donc la tu veux dire, finalité, ça veut dire que ton persona, ton client, tu t'adresses aux décideurs, aux directeurs, moi, je m'adresse, ou aux enfin, comptables? Est-ce que tu cherches ouais, non, non, nous, on travaille pas du tout avec les comptables. d'accord, toi, c'est le Nous, décideur de l'entreprise. ouais, c'est ça. Nous, nos clients, c'est les entrepreneurs. C'est clair. Bah, écoute, alors raconte-nous, pour, Sohan. Tu trouves donc, 2 autres, cofondateurs, Mm. et vous avez levé des fonds dessus? En tout, on a levé 5 millions d'euros sur Ouais, tu l'ensemble boucles un financement. voilà. Alors ça, c'est intéressant. Tu vas le monter à quelle échelle après la création? En combien de temps tu te concentres sur ça, sur Bah, la en levée de tout, fonds? l'entreprise a 5 ans. On a fait 3 opérations de levée de fonds. On a D'accord, fait OK, 3 250 OP. 000 euros. 250 000 euros. Ensuite, on a levé 1,5 million d'euros. Et ensuite, on a levé 3,2 millions d'euros. D'accord et donc classiquement, tu te retrouves, toi, confronté à ce qu'on appelle la relation avec, des VC, des venture C'est capitaux, ça. Depuis 1 an et demi, c'est une grosse partie de mon travail. L'animation d'un board. C'est là où tu te rends compte aussi que bah, ton job de président, il prend vraiment une autre dimension. bah, oui, ouais, Tu dois animer ton board, ton conseil d'administration, tes investisseurs, c'est tes partenaires, c'est tes associés. Et c'est important de communiquer avec eux, de leur transmettre de l'information, de les bien faire sûr. adhérer au projet, à la stratégie. Et là, bah, c'est pareil, c'est un job qui nécessite une courbe d'apprentissage. Je pense que entre maintenant et il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à faire mes premiers conseils d'administration auprès de VC, voilà, la courbe d'apprentissage, elle est claire. Mais c'est ça aussi qui est vraiment stimulant dans ce job-là, c'est que c'est un job sur lequel on est constamment en train de progresser et d'évoluer, parce que finalement, tout ce qu'on découvre dans la phase de vie de création d'une boîte, c'est des choses qu'on n'a pas du tout appris à l'école et sur lesquelles on n'a jamais été préparé. Donc, en fait, tout ce qu'on va Ah non, découvrir, tout c'est ce qu'on sûr, il y va a pas faire, d'école, hein, j'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé, l'école qui fabrique des entrepreneurs, quoi. c'est ça. Voilà, d'ailleurs, je me dis que je vais en monter une avec Je ne perds jamais, mais c'est un sacré chantier, tu vois? Mais il y a pas, quoi, hein. C'est comme, je dis souvent en rigolant, c'est comme, être parent, quoi. Voilà, Mm. moi j'ai des enfants, bah, on t'a jamais appris à être parent, hein. Il y a pas l'école, hein. L'école pour être parent, il y a des ça existe pas trop, quoi Mm. et donc ouais, c'est compliqué. Est-ce que toi, tes investisseurs, est-ce que toi, tu as mis de ton argent dans ta propre boîte? Tu as été Mm. ton propre investisseur, toi? Moi, j'ai mis beaucoup d'argent. Ça a plu aux investisseurs parce qu'en général, moi, je me rappelle de l'époque où moi-même, je levais des fonds, j'avais levé des fonds, on m'avait dit: «OK, mais vous avez mis combien?» quoi, tu vois? Du style, «OK, vous nous demandez de l'argent à nous, mais est-ce que vous avez mis de l'argent, perso, quoi?» Donc Euh, ça, alors, c'est ouais. je sais pas si alors, je sais pas si ça a plu ou pas. J'ai pas cherché à le valider. Ce que je sais, en revanche, c'est que probablement avec le recul, je sais pas si je referais la même chose. Parce que je pense que euh, il faut dissocier les apports des uns et des autres. Le rôle d'un investisseur, c'est de mettre de l'essence dans le moteur. Bah, d'investir, ouais, tout à fait. Et puis, il y a des personnes qui doivent conduire la voiture, il y en a qui portent la pompe. Enfin, voilà, C'est chacun censé doit s'appeler du contribuer. capital risque, hein, d'ailleurs, hein, donc Voilà. bon. Donc, avec le recul, voilà, je l'ai fait. Peut-être que je le referai, je sais pas. Moi, je fais pas trop partie des gens qui se disent ah non mais je le referai pas. En fait, j'en sais rien parce Avec que certitude, parfois, ouais,
Ouais, parce que il peut y avoir plein de contextes au moment où finalement où tu prendras cette décision peut-être dans un an ou même si tu étais convaincu qu'il y a un an que jamais que tu prends, ben, peut-être tu la prendras ou pas, t'en sais rien en fait. Donc Mmh, mmh mh. c'est trop compliqué de se dire avec trop de conviction. Non non, mais plus jamais je referai ça en fait ou je le referai pas parce que il y a trop d'éléments aléatoires qui font Ouais, que puis c'est qu'après que tu sais, tu vois, avec Deci, tu refais le monde, hein, c'est comme d'habitude, hein. Une fois que ça. tu as vécu les choses, tu fais: «Ah ouais, maintenant, voilà, je ferai plus la même chose» et cetera. Tu t'es quand même, comment dire? Tu t'es pas, mis en danger, c'est-à-dire, tu t'es quand même mis bien par ailleurs, tu pas, tout balancé, Je me suis là pas mis en là-dedans. danger, mais j'ai pris des risques. Je Plus me suis pas mis en ouais, danger, mais j'ai été joueur. ouais. J'ai été joueur dans le sens où, oui, j'ai quand même investi une grosse partie de ce que j'ai pu gagner dans le projet. Yes. Moi, j'ai fait je sais pas si toi t'as fait ça, mais moi j'ai fait une boulette en tant qu'entrepreneur, tu vois? Que j'ai appris, à mes dépens, qui est que en gros, c'est quand tu as de l'argent que tu dois demander de l'argent et pas, Exactement, tu vois? Et ça c'est vrai. pas cramer l'argent que tu as et moi j'ai fait cette boulette-là, tu vois? À l'époque, quand je suis parti installer la boîte en Chine et bien, en fait, au lieu de, dire, «Voilà, j'ai un super résultat net, donc je voudrais faire x2», et prendre de l'argent pour faire ce projet-là, bah, en fait, j'ai fait l'erreur avec les autres associés de taper dans la caisse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a tapé dans notre Mmh. résultat pour aller s'installer et ça, franchement, je l'ai appris à mes dépens, mais c'était un très mauvais calcul, très mauvais choix parce qu'en fait, l'argent, en plus maintenant avec l'inflation, et cetera, bah, il vaut mieux, voilà, il vaut mieux aujourd'hui, clairement emprunter, et cetera et demander du financement, des prêts plutôt que de dépenser ce que tu as, hein, et après, tu te retrouves dans des situations où c'est quand tu as plus d'argent que en catastrophe, tu vas en demander et là, plus personne t'en donne. Donc même si tu en as pas besoin, en gros, quand tu as de l'argent, demande-en, quoi. Mais tu C'est as raison dans ce que tu dis. C'est vrai que c'est vraiment après ça fait vraiment partie des choses, qu'on ouais, qu'on découvre avec ça fait partie de cette courbe d'apprentissage. Moi, ouais, j'étais surpris quand on a levé de l'argent, à chaque fois d'aller faire de l'effet levier avec de la dette et en fait, tu fais de la dette parce que, tu as le capital, en fait et bah, le ouais, c'est ça. capital amène l'argent, en fait. Vous avez fait un peu, vous, de la BPI, tout ça, après? Vous Ouais, avez, on a tout fait. hein, c'est que quand tu as l'investisseur, hein, pour ceux qui connaissent pas encore, trop ce sujet-là de la levée de fonds, des startups et tout ça, il y a un mécanisme qui est assez intéressant, c'est que en fait, Mmh. tu as un investisseur, on va dire capital risque, classique, qui te met, des fonds et en fait, tu peux, hop, demander, une sécurisation d'une partie de cet investissement et un abondement à la BPI. Donc ça, c'est Exactement. vachement intéressant parce que, pour le coup, voilà, si tu chopes 1 million d'un investisseur, potentiellement, tu as la BPI qui met 1 million aussi supplémentaire. Alors, c'est pas 1 million, c'est plutôt 50 pour 1, donc 0,5 pour 1. Donc, si tu lèves 1 million, tu vas peut-être avoir 500 000 au total. Et en fait, faut se dire aussi que c'est pas linéaire, c'est-à-dire que si tu l'as fait une fois, on va regarder aussi ensuite ta capacité d'emprunt, ta dette dans la boîte, et tu vas pas le reproduire à chaque levée. Donc, À chaque, ce que ouais. tu vois, peut-être la première fois, tu vas toucher 0,5 pour 1, et la fois d'après, tu vas toucher 0,3 pour 1. Donc oui, tu vas pouvoir aller compléter, Mmh, mais tu mmh, vas mmh. pas faire x2. C'est un mythe en fait ça de faire x2 en fait, tu vois. En tout cas, Surtout ça a correspondu à une période peut-être très sur une courte. petite Ouais, période. ouais. Moi, je me souviens que, enfin, tu vois, nous de façon très claire, tu vois, la première levée, on a fait 1 pour 1. Donc, on a levé autant de dettes que, mais c'était sur des petits montants. On a pris 500 000 de dettes, tu vois, sur 500 000. Non, peut-être 600 000 ou 700 000 de dettes, mais c'était 1,5 million. Ensuite, on a fait, sur les 3,2 millions, on a fait 1 million de dettes. Tu vois. Donc, tu as une dette, tu peux compléter, mais tu vas pas faire du 1 point. Mais ce qui est normal aussi, parce qu'à un moment donné, ta boîte, elle est endettée. Elle est endettée. Il faut savoir que tous ces dispositifs, tu as de la garantie BPI derrière ou de la garantie européenne. Donc, en fait, il n'y a pas de garantie personnelle pour nous, les entrepreneurs. Mais si tu te craches, à un moment donné, c'est l'Europe qui paye, hein. Comment tu vis, ces dernières, mois, les soubresauts, de l'économie, le resserrement des fonds, j'ai l'impression qu'on lève, plus difficilement qu'avant et cetera. Toi, tu te retrouves un peu dans la bourrasque, comment ça se passe au niveau de ton propre, positionnement par rapport à tes Mm. objectifs et cetera? Tu tu Bah, en tu fait, tu dors tu dors bien? Ça va? Tu tiens la barre? euh, globalement, alors oui, je dors bien. Après, il y a des Toi, en moments plus, ça fait de, 5 ans, donc tu as une longue période d'observation. Tu passes à travers différents événements sur les 5 6 dernières années, quoi.
Ouais. En fait, l'observation que je fais, c'est que il y a toujours de l'argent. C'est possible de lever, mais le niveau d'exigence est nettement plus élevé qu'avant. Il a Et changé, plus ouais. on avance dans la phase de maturité d'une entreprise, plus on va s'assurer que l'entreprise est bien mise en orbite. Ouais. Et le fait d'être bien mis en orbite, c'est pas uniquement ces métriques de croissance. On va pas uniquement regarder la croissance, qui était souvent un indicateur de t'as fait 30. Ouais. Non, Ouais. il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le cash burn, il y a aussi la team, il y a les personnes en place, il y a la cohérence des salaires. Il y a énormément d'éléments qu'il faut regarder. Et ça, du coup, c'est ce qui fait que les entrepreneurs, on est obligé d'avoir un niveau de connaissance assez large sur beaucoup de sujets, mais qu'on peut pas être expert partout parce que il faut pouvoir comprendre tout ce qui va tourner à peu près dans l'entreprise, quoi. Oui, puis avec un focus, beaucoup plus marqué maintenant sur, la rentabilité, le résultat net, l'EBITDA quoi et Ouais. pas, le chiffre d'affaires. Encore une fois, le chiffre d'affaires, c'est une information, un métrique, mais voilà, qui en grosso modo veut pas dire grand chose quand tu le ramènes, au niveau de marge, au niveau de Exactement. rentabilité quoi. Donc, Non, non, mais le paradigme, il est en train d'évoluer. Et c'est forcément, on doit se remettre en question sur la façon dont on consomme l'argent de nos investisseurs. Et donc, évidemment, la vision sur laquelle on a pu lever, nous, notre série A auprès d'investisseurs et de VC, il y a quasiment 1 an et demi. Donc, ça veut dire qu'on était en roadshow 6 mois avant. Donc, ça veut ouais, dire que c'est ça, quasiment il ouais. y a 2 ans, Ça fait 2 ans, euh, ouais, c'est ça, ouais. ce sur quoi on a vendu il y a 2 ans et ce sur quoi on va maintenant, c'est plus pareil. C'est plus Parce pareil. que l'économie mondiale a changé, parce que tout ce qui est passé ces derniers mois, dont on sait a un impact sur l'environnement, sur l'économie, et ça ruisselle aussi sur l'environnement startup. Et donc, on est obligé de changer notre façon d'appréhender les choses. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'on va développer des entreprises qui sont plus solides et qui sont saines. Ouais, plus résiliente, Elles ouais, plus sont résiliente, saines ouais. parce que elles génèrent plus de revenus que de dépenses. Alors peut-être qu'il faudra du temps parce que quand tu fais de la tech, même que ce soit même de la low tech, de la soft tech, c'est-à-dire que on fait pas tous de la deep tech, hein, tu vois. Oui, de la R&D Ça, pure, tout ça. ça nécessite quand même d'investir. Et le fait d'être à perte ne veut pas dire que c'est nul. Parce que peut-être qu'il te faut 1 an et demi, 2 ans, 3 ans de pertes qui sont en fait un investissement que tu vas pouvoir amortir. Tu vois, il faut aussi le raisonner. On n'est pas faire des pertes, voilà, ça peut être aussi bon pour l'entreprise, mais il faut que ce soit sur une temporalité qui soit assez claire, qui te permette ensuite de pouvoir avoir cette courbe de ramp-up, de lancement en fait, Bien sûr. pour ensuite inverser et que la courbe entre tes pertes et ta croissance finisse par se croiser en fait. Et il faut arriver à démontrer que ces deux courbes, elles sont vraiment en train de se rejoindre et à un moment donné que la courbe des revenus sera meilleure et du coup générera de l'EBITDA positif. Et ça, c'est finalement, voilà. Moi, depuis quelques mois maintenant, depuis 1 an, on change la façon d'appréhender et la D'accord. façon de voir un projet. Tu prépares, aujourd'hui, tu me disais avant qu'on démarre cette interview, vous êtes aujourd'hui une cinquantaine, c'est ça? Une Ouais. cinquantaine, donc ça fait quand même déjà une boîte, sérieuse, hein, d'une certaine taille. Tu as travaillé, et tu prépares, les équipes, justement à ces soubresauts parce que c'est des soubresauts, en fait, donc j'imagine que ça te demande toi, avec tes associés, tes cofondateurs, tu as travaillé sur le côté, tu sais, valeurs, structuration de la boîte, le onboarding, le RH, tout ce qui est clé dans une boîte. Finalement, on se rend compte, on le disait, c'est beaucoup la partie RH en fait. C'est la clé. C'est pas beaucoup la partie RH, hein, c'est que en fait, pour faire un projet, il faut une multiplicité de compétences. Et le fait, la créativité, l'idée, elle est super importante parce que sans créativité, sans idée, il n'y a pas de boîte. Mais derrière, tu as une exécution et cette exécution, elle repose beaucoup sur de l'humain. Mais pas que sur de l'humain, mais beaucoup sur l'humain. Et beaucoup, ouais. donc voilà, et c'est un ensemble de choses qu'il faut arriver à prendre en ligne de compte pour arriver tu vois, à développer ton entreprise dans la durée. Et nous, on est vraiment là-dedans parce qu'aujourd'hui, on est une boîte, on a des people, on a des collaborateurs, des investisseurs, des clients, beaucoup de gens comptent sur nous. Et et malgré tout, on reste aussi sur une courbe d'apprentissage sur beaucoup de sujets. Donc, on essaye, un, de se remettre en question, deux,
concomitamment d'essayer d'embaucher des personnes qui sont meilleures que nous pour qu'ils puissent nous aider. Et voilà, en fait. Hein. C'est un bon truc, ça. C'est un bon trick. Ouais, c'est sûr. Est-ce que toi, vous avez vécu comment la période Covid? Vous avez fait du remote? Tu as installé du remote, du télétravail Non, ou dans votre boîte? Comment t'as le, vécu ça? le Covid, en fait, quelque part, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, tu vois. Donc, Ouais, c'était 2020, hein, c'est mars 2020. Hein. dans ma temporalité à moi, c'était il y a longtemps. Et puis, je regarde pas trop en général. Je préfère me concentrer sur l'avenir, en fait. Sur l'avenir, le futur. Mais je me souviens plus de comment on a vécu ça. Ça n'a pas eu un impact énorme parce qu'on était sur une phase de lancement, donc ça allait, tu vois, ou autre. Mais les clients peut-être, parce que tes clients, eux, non, en les fait, clients, nous, ça a été, enfin, j'ai pas souvenir d'un impact d'un crash énorme. économique ou autre sur notre projet. Donc, on a travaillé, on a continué le projet à exécuter et à se préparer à la phase sur laquelle on est aujourd'hui. Et la phase sur laquelle on est aujourd'hui, ben, c'est une étape intermédiaire où on a encore beaucoup de choses à faire. Le chemin est encore long pour c'est faire une belle entreprise. T'es positionné Exact. France? Pour le moment, on n'est que sur la France. Ouais. D'accord. Et tes équipes travaillent pas en remote partout en France. Elles sont physiquement dans des bureaux. On a des bureaux à Paris et à Bordeaux. Et après, on a du travail quand même dans la boîte. Je sais, la fréquence est 1 jour par semaine. D'accord. Ok. T'as quand même instauré ça, tout ça. Ouais. Tu fais, toi, ton produit, parce que le produit Sohan, c'est un produit tech, un produit technologique lié à la finance, etc. Tu fais du crédit impôt recherche, d'innovation, tout ça. Ne me laisse pas les Américains seulement, tu vois, Google, Facebook et tout ça, venir nous prendre le crédit impôt recherche, quoi. Hein. Toi, en tant qu'entreprise française, il faut que tu en fasses aussi. Hein. Non, une petite partie de la masse salariale est dédiée à ça, parce que du coup, mais après, il y a voilà, c'est une partie qui reste anecdotique aujourd'hui. Ok. Comment tu écoute, ça nous donne un bon parcours. Aujourd'hui, toi, tu es concentré, tu arrives à toujours regarder, observer, agir en tant qu'investisseur business angel ou c'est le côté, Non, là, je pense que je suis plutôt Enfin, cette année, j'aurais fait 2 deals, mais voilà, c'est d'accord, vraiment tu fais en ça, mode. ok. La première année, j'avais fait 5-6, et voilà, l'année prochaine, j'en ferai 2. Je vais faire 2 deals, peut-être 3 deals par an. C'est vraiment, c'est plus en mode opportuniste quand j'ai un super projet. Voilà, mais je suis pas en recherche active. Oui, et puis de toute façon, Voilà. tu es concentré sur Sohan, voilà, Exactement. puisque vous êtes quand même encore en ascension. Quel est est-ce que tu as avec tes associés, tes 2 autres associés, vous êtes 3, est-ce que vous avez fait un côté, allez hop, on fait un peu le why, harakiri, on met des tripes sur la table et on regarde si on est aligné par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut, tu vois, mettre la boîte en bourse, la revendre? Quelle est la projection que vous faites? Vous en avez parlé entre vous? Vous avez une vision qui est partagée sur ce que vous voulez faire de Sohan? La vision partagée, c'est de se dire que, comme beaucoup d'entrepreneurs, on opère une vision dual track maintenant. Donc, on est opportuniste, c'est-à-dire que on continue à développer et à se mettre en ordre de marche pour aller chercher une levée de fonds plus importante. Nous, on imagine relever de l'argent dans 1 an, tu vois. D'accord. Parce qu'on pense que c'est le temps qu'il nous faut pour atteindre un certain niveau de métriques, d'indicateurs clés qui nous Vous en avez permettront de lever besoin plus d'argent. pour aller pour se développer, pour acquérir plus de clients? C'est quoi Ouais, ou acquérir d'autres entreprises. Hein. Ça peut être D'accord. élargir la chaîne de valeur, ça Ah peut être ouais, tout à fait. ça peut être consolider le revenu, parce que si tu rachètes une boîte qui fait 1 ou 2 millions d'euros de revenus, ben peut-être qu'à la fin tu vas consolider ton chiffre et tu vas finir à 10 millions. Et si tu fais 10 millions de revenus en récurrent, ben du coup t'as un upside à la valeur de ta boîte qui est élevé, quoi. Donc c'est une réflexion globale. Et après, ben à côté de ça, il y a une consolidation qui s'opère. Il y a régulièrement des prises de contact qui sont faites. Tu vois, pour savoir comment est-ce qu'on se situe là-dessus. On se ferme à rien, en fait. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de rester un petit peu ouvert à toutes les opportunités. Donc, pour le moment, communiquez sur vos chiffres là, Nicolas, ou pas trop? On communique moyennement, c'est-à-dire que on reste sur un marché avec une compétition forte. On communique uniquement dans le cadre de nos levées de fonds et à nos actionnaires.
OK. Bon, de toute façon, toute personne avec une tête un minimum constituée, 50 personnes, on connaît déjà la grosse masse payroll que ça fait tous les mois déjà, hein. Faut déjà que ça tourne pas mal, hein. C'est bon, bah, de toute façon, c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est de voilà, de continuer cette vision, avec tes autres associés. Bon, on va s'orienter Nicolas, j'ai passé un excellent moment. C'était très cool. Je Merci beaucoup. j'aurais encore plein de questions, de derrière dans les coulisses sur ta vie d'entrepreneur. Mais bon, à la limite, on fera le match retour une prochaine fois quand tu feras ta Avec levée de plaisir. fonds. Les questions de la fin, on va aller vers les questions de la fin. Tu as, toi, fait un passage par Ubox, qui était donc quand même cette application avec tous les livres de la terre qu'on pouvait lire. Est-ce que toi-même tu as comme ça un livre de chevet ou pas, ou un autre contenu voilà, qui te sert à te former? Comment tu te formes toi? Comment tu apprends des choses? Tu fais de la chaîne YouTube, Bah, tu fais du podcast? j'ai pas Raconte-moi. de livre à proprement parler, mais après, je lis beaucoup. Ouais, d'accord. Sur Avec LinkedIn, Ubox, avec l'appli Ubox, ou non? donc je lis beaucoup. Sur LinkedIn, par exemple, je fais ma veille régulièrement. Il y Ah, a un c'est vrai. média que je lis beaucoup aussi qui s'appelle Follow Tribe, Ah qui est oui, pas ouais, mal, qui a pas mal d'articles assez tout à intéressants. fait. Ça permet d'y voir plus clair. C'est vraiment très cool ce qu'ils font. C'est les gens de Partout, Euh, pour ceux qui nous écoutent exactement. là et qui nous regardent, c'est la startup qui s'appelle Partout, avec 2 O à la fin, et qui ont monté ce blog, cette ressource en ligne qui est très intéressante, avec des articles, de fond, sur cet écosystème des startups qui est effectivement très intéressant. Je suis aussi, et c'est très chouette. Yes. Et après, non, j'ai pas de livre à proprement parler. Je m'inspire plus par les sportifs extrêmes, Bah, de toute des façon, avec le personnes sport que qui, tu fais, c'est ce que voilà, j'allais dire, t'as pas le temps, tu pas le temps de lire. Ou alors si, il c'est faut que tu ça. fasses, faut que tu écoutes, des trucs. Non, je fais Moi, je fais pas, beaucoup j'écoute pas. d'audible, tu vois? Ouais. J'ai fait des livres, en audio et des podcasts, parce que, voilà, sinon j'ai pas le temps de me poser pour lire, quoi. Ouais, toi. Mais après, dis-moi, quand on fait du vélo comme ça, on peut se mettre un truc dans les oreilles ou c'est dangereux? Moi, je fais pas. Je préfère, si t'entends pas la voiture en haut, donc non, je Ouais, mets c'est pas de ça. son du Ouais, c'est un tout. peu dangereux, ouais, faut Ouais. faire gaffe, ouais. Je D'accord. préfère être concentré sur l'effort aussi. Ouais, bien sûr. Et je suis à l'ancienne. Yes, c'est un bon ça, c'est un bon à l'ancienne, hein, c'est bien ça. OK. Bon, allez, on va rêver un peu, Nicolas. J'arrive avec, hop, comme dans l'émission, je sais plus laquelle, Question pour un champion, où tu as un gros chèque en carton à la fin, sauf qu'il est pas en carton. Imaginons que je te donne un chèque en blanc, Ouais. il y a pas de montant dessus, c'est moyen financier illimité. J'aimerais que tu me racontes, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Est-ce que tu aurais envie de racheter une boîte, et si oui, laquelle? Ou est-ce que tu aimerais créer, voilà, un projet, si c'est pas Sohan, qu'est-ce que ça serait Ouais. si tu avais des moyens comme ça de fou? Je pense que je créerai un projet autour de l'alimentation. Ah ouais, Euh, Moi, je suis végétarien depuis quelques années. d'accord. Et je m'intéresse beaucoup à déjà à la food, dans le sens parce que finalement pour moi l'alimentation c'est mon énergie en tant que Bien sportif, mais sûr, bah aussi oui, parce que comme on fait des jobs où on travaille beaucoup, il faut avoir constamment de l'énergie constante dans le corps. Donc c'est je fais vrai, très attention c'est à ce vrai. que je mange. Je suis devenu végétarien pour trois raisons. Bah déjà l'énergie, le fait que finalement ne plus manger de viande ou autre, ça permet de mieux réguler l'énergie dans le corps. Le rapport avec les animaux, parce que j'adore les animaux, et l'environnement. Mmh. Du coup, je m'intéresserai à des sujets autour de ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une jeune génération sur lequel il y a un vrai sujet autour de l'obésité, autour du rapport au corps, autour du bien manger. La Et pratique en même sportive temps, par rapport aux écrans d'ailleurs. ouais, exactement. Et puis après, finalement, tu as ce sujet de bien manger, mais on est de plus nombreux sur Terre aussi, et donc le fait de pouvoir aller chercher ben une façon différente de consommer, parce on est très D'exploiter nombreux, les ressources, ouais, les ressources. exactement. Bah Et oui. ben du coup, ça m'intéresse vachement en fait ce sujet autour de l'alimentation, autour de la planète. Donc voilà, je pense que je m'intéresserai à des projets autour Ouais, autour de de ça, la ouais. food tech, et de Il y a la voilà food tech, comment il y a pas mal de finalement choses. Ouais. comment rendre sexy, finalement, le fait de pas manger de viande, T'as tu déjà vois? goûté là les burgers Ouais, végétaux, j'ai tout tout ça là? testé moi. T'as déjà fait ça? Ouais, j'ai Ouais? tout testé, mais moi j'adore, en Et alors, vrai, c'est bon? J'ai jamais goûté, ouais. C'est bon? C'est pas bon? C'est quoi? non, c'est bon, franchement c'est bon. D'accord. Non, non, c'est très bon, Toi, tu ouais. consommes quoi? Tu consommes des trucs genre du soja, des trucs comme ça?
Ouais, je consomme du soja, beaucoup de légumes. Puis après, je vais manger des haricots rouges, des lentilles. Donc ça Ouais, me c'est permet ça, de tes protéines, réguler. là. Comment tu Ouais. chopes les protéines, là? Tu les chopes Bah, les avec protéines, il y a beaucoup de protéines. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut sortir du mythe que on a besoin de X grammes de protéines pour tenir, hein. Tu sais, quand tu prends un steak de 120 grammes, t'as pas 120 grammes de protéines, hein. Ouais, T'as non, que c'est 30 clair. grammes de protéines. Et donc, de Ouais, la puis en plus, protéine, déjà, t'en as dans tous les aliments que tu manges. Et on n'a pas besoin d'autant. Donc, voilà, moi, tu vois, c'est bien genre la les preuve. J'ai lentilles, fait, là, les lentilles, tout ça, ouais, les haricots, dans tout des ça, il y a des lentilles. protéines là-dedans? Ouais, Ouais. il y a des protéines naturelles dedans, un peu de soja. Moi, je prends aucun complément alimentaire, donc vraiment, D'accord, je ouais, prends de la d'accord. protéine uniquement dans les aliments que je mange. Yes. Et tu fais pas de viande blanche, dinde, poulet, tout ça? Non, 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 en végétarien, fait, quoi. quand tu es végétarien, Ouais, ça me fait trop marrer. ouais, c'est pas Genre, entre 2 quoi. C'est en fait, végétarien, quoi. végétarien, c'est tu manges rien qui nécessite d'avoir de la chair animale. C'est ça, pas d'animal. Tu manges pas de poisson, pas de crustacés et pas de viande. Et quand tu dis pas de viande, c'est aussi bien la viande Ouais, blanche que la viande rouge, hein, ça ouais, reste de la toute viande, hein. viande. Ouais, Tu ouais, vois, d'accord, on ouais. va pas dire genre là j'ai mangé un poulet, ça passe. Non, non, ouais, d'accord. Bien sûr. Tu Non, vois. non, mais c'est vrai que moi j'ai des réflexes qui sont ceux, tu sais, des viandes dites maigres là, ceux qui sont Ouais. sportifs, tout ça, ils font beaucoup de viande maigre, par rapport à la viande rouge et tralala, mais effectivement oui, te alors t'es pas pour autant tu es pas végan, hein, c'est végétarien Non, donc ouais, je suis végétarien. tu fais des œufs, des omelettes, ça c'est bon ça? Exactement, ouais, OK, c'est bon ça, nickel. exactement. Yes, Et du bon, bah fromage. Comme on est français, je mange aussi beaucoup de fromage. ah, ça fait, tu disais ça fait combien? 5 ans? 5 ans tu fais ça? Ça doit faire 5 ans, ouais, je pense que ça fait 4-5 Ah! ans. OK. Ouais. Bon, bah, écoute, moi j'y suis pas encore avec la famille, les enfants et tout ça, mais j'y vais de plus en plus. C'est vrai qu'on mange de moins en moins. Moi, je fais très attention à ça aussi et c'est vrai que j'ai cette pratique d'avoir réduit, très fortement la consommation de viande, en tout genre, y compris la viande blanche. Mais en tout cas, voilà, quand on mange de la viande, c'est plutôt de la viande, maigre quoi, blanche. Mais bon, le tout végétarien, bon, j'y suis pas encore. Faudra que j'essaye, Peut-être un jour. avec les enfants, on va essayer ça. Yes. Bon, bah écoute, allez, on a passé un super moment. J'ai plus qu'à te demander si tu as, pour la dernière question de toute fin, c'est est-ce que tu aurais envie de voir, d'écouter, parce que c'est un podcast qui est double, qui est audio et vidéo. Est-ce que tu aurais comme ça quelqu'un en tête que tu aimerais voir sur ce podcast, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que j'irais inviter, Mmh. voilà, de ta part? Je pense qu'il faut que tu ailles discuter avec Daniel, la boîte dont je suis actionnaire justement, D'accord, ouais. parce que Les gens c'est qui les sont dans l'IA leaders. là, en plus, ça m'intéresse, ouais. Ouais, Ouais. c'est les leaders au monde de l'intelligence artificielle pour hôtel. Ils ont créé leur D'accord. propre intelligence artificielle. Ils ont gagné plusieurs prix, même au Japon, même les Chinois, les Japonais Ah ouais. ont décerné le prix de l'IA, de l'intelligence artificielle la plus technique au monde. C'est super D'accord. intéressant ce qu'ils font. Ils ont Ils quasiment travaillent tout sur fait les bootstrap. modèles de langage et tout ça? Ils font ça? Exactement. Ouais, Ah ouais? alors il pourra mieux t'en parler que moi. Il Ouais, est ouais. passionné, il est passionné, il est passionnant. Il a eu aussi plein de vie avant. Ah, c'est d'enfer ça. OK, Et je pense super. que voilà, ça peut être Ah bah, très je cool de prends. se dire comment est-ce qu'on passe de gérer une boîte de bateau, de Ouais, yacht, bah, à ouais. devenir le leader au monde de l'intelligence artificielle pour hôtel. Ouais, Voilà. trop cool. Bon, bah, écoute, il y a plus qu'à, merci de m'orienter vers cet entrepreneur qui, je pense, va nous retourner les neurones avec l'IA, ça va être trop cool. Écoute, bah, super, je vais de ce pas, voir un peu, à la limite, tu me feras Je te une ferai une intro, introduction ouais, et puis on avec aura plaisir. cet entrepreneur de l'IA, sur le podcast. Nicolas, j'ai passé un excellent moment avec toi, c'était vraiment, super. Merci à toi. On le voit, un gros parcours, on souhaite plein de force et courage et plein de bonnes choses à Sowan. Donc voilà, vous êtes une TPE, une PME, et ben équipez-vous pour gérer vos finances. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. On le dira jamais, jamais assez. Et puis je te souhaite, écoute, une excellente poursuite. Bravo pour tout ce que tu fais sur côté sport, hein. Je te proposerai pas de t'accompagner parce que là, moi, je tiens pas la route, mais on se croisera, on ira faire une marche. À la limite, moi, je fais des marches comme Steve Jobs. Tu vois, je fais des marches de rendez-vous, de réunions en marchant. C'est super sympa à faire. Donc, on fera ça à l'occasion. Je passerai te Ça voir marche, sur avec Paris. plaisir. Merci Merci Nicolas, à très beaucoup. bientôt. À Ciao, ciao. bientôt. Bye. Salut. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur.
Force et courage à vous. N'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.